Donc aujourd'hui, on va accueillir Olenka Carrasco, pour la première participation de 10h à 10h30. Ensuite, à 10h30, Alphée Ballester jusqu'à 11h. Ensuite, Yannick Bourget de 11h à 11h30. Et pour finir, Karine Valette de 11h30 à midi. Donc voilà, l'idée c'est de suivre leur présentation pendant 20 minutes et ensuite on a 10 minutes à chaque fois pour échanger, heu poser des questions, mais aussi, rebondir, voilà. L'idée c'est de bien respecter le timing et voilà, je suis là pour, coordonner un peu les questions aussi, qui sont posées dans le chat et voilà, bonne écoute, à tout de suite. Olenka, est-ce que tu es prête? Oui. Super. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Super. Alors, je peux partager déjà l'écran, je pense. C'est ça? Ouais, c'est parfait. Super. Parfait. Merci. Alors, je vais mettre ça un petit peu en petit. 2 secondes que je prépare un peu. Ça arrive. Parfait. Super. Mmh. Merci, merci les cercles. Pour moi, c'est une première. C'est ma première session au cercle. Je suis très ravie d'être là. Avant de vous présenter mon travail, j'avais pensé que la meilleure chose, la meilleure façon de vous présenter ce travail, c'était vous mettre directement en immersion de comment moi, je conçois un peu mes projets artistiques, mes projets photographiques. Et ensuite, je pourrais vous présenter d'autres projets et on pourra parler un peu plus de ma démarche. Du coup, je vous prie à toutes de couper vos micros et d'écouter attentivement et d'essayer de prendre ces petits voyages que je vais vous faire en lisant un texte. Et j'espère que mon accent il va pas vous empêcher de comprendre la poésie que j'essaie de vous transmettre. Le Caire, mai 2011. La chaleur est suffocante. Je me demande si la transpiration de mes mains ne vient pas du stress d'être ici, comme si j'ai transgressé quelque chose. Mansour nous répète à nouveau: nous y voilà, il faut marcher d'un pas ferme et avec beaucoup de discrétion. Nous ne pouvons pas être vus. Penser que le royaume de ces êtres n'est pas de ce monde. S'il se montre, il faut courir. Je me demande encore et encore si mon petit appareil sténopé est capable de capter pour toujours ma venue en ces lieux. Ils nous ont vus, à la voiture. J'entrame mon appareil de toutes mes forces, puis le l'hiver, et je prends des rafales de photographies. Nous courons avec brio. Nous montons dans la voiture. Tout se met en mouvement, mais je ne peux me décoller de la fenêtre. L'enfant arrive jusqu'à nous, fixe son regard sur moi et moi sur lui. Le fond devient un bruit. La voiture bouge. Je reste dans ses cieux, lui dans les miens. Voici une histoire simple, l'histoire de cet enfant qui vient que rester sur place à la cité des morts ne m'a jamais abandonné. Être né dans les lieux où tout se rassemble pour mourir m'a rendu solitaire. Comment savoir si je suis vivant lorsque mon adresse est rouelle disparue, numéro morcelé, sous-sol intérieur. Ici vit, peut-être des vies, peut-être survit ma famille. Ici, nous nous asseyons chaque jour à la table
pour ne rien porter à notre bouche, pour n'émettre aucun son, pour nous regarder dans ces cieux devenus des cavités de l'oubli. Ici, nous savons qu'aucun objet n'est à nous, que tout leur appartient à nos voisins, ce qui déamboule dans le couloir, c'est à propos duquel personne n'a su me donner d'explication et grâce auquel je n'ai jamais eu besoin de me créer des amis imaginaires. Parfois, en voyant leurs tentatives marquées pour me toucher, je me dis que ce sont eux qui m'imaginent à moi, usurpant leur foyer. Ici, on parle en chuchotant, si bien qu'un jour, ma voix, notre voix, cessa d'être audible pour les autres. En arrivant, mon père nous avait répété encore et encore que nous devions respecter les silences sépulcrales. Ici, on vient reposer en paix. Mais alors, que sont les cris? C'est cette chaleureuse sensation qui parcourt mon corps et qui se transforme en nausée aphonique interminable. Les moments ont dû arriver où nous ne savions plus si nous étions morts. Comment sais-tu ce que c'est la vie quand tu grandis dans les lieux où tu péris? Comment expliques-tu au reste du monde que tu jouais avec les temps qui venaient ici pour rire la chair qui ne va plus? Comment savoir si je suis mort? Tous les jours, je regarde le ciel. Tous les matins, en ouvrant les yeux, je regarde le ciel. Je ne peux m'empêcher. C'est le seul moyen que j'ai pour m'assurer que je ne suis pas. J'aimerais cesser de vivre le sort de repos perdu par les autres. J'aimerais cesser de sentir cette angoisse d'être en train de vivre en mourant dans cette maison, c'est-à-dire dans cette ruelle, sous les escaliers où eux, les spectres, ils sont restés pour errer pour toujours en s'en rappelant de tout ce qui n'a pu être. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je viens de vous faire vivre la lecture performée de ces projets qui s'appellent Les cimetières des vivants. Là, vous pouvez me voir un peu en action, un jour d'exposition. C'est toujours une lecture qui accompagne la partie, le vernissage. J'ai fait toujours la lecture performance en racontant cette histoire qui c'est l'histoire d'un voyage d'exploration que j'ai fait au Caire, en Égypte, dans l'année 2011. C'est un voyage d'exploration qui ne cherchait pas de faire un travail documentaire. J'ai eu la possibilité d'entrer dans ce lieu si particulier qui s'appelle la Cité des Morts, au Caire, qui c'était à l'époque, depuis le siècle 7, un cimetière un peu des monarques et qu'au cours des années, il s'est transformé dans une des bidonvilles les plus grandes euh, du monde. C'est un cimetière où les gens ils s'habitent à l'intérieur des tombes. Euh, et c'était une expérience assez particulière, assez métaphysique. Et du coup, en sortant de cet endroit, j'ai photographié principalement en argentique. Ce voyage d'exploration, je l'ai fait avec un appareil sténopé. Un appareil sténopé qui a un déclencheur, qui a la possibilité d'avoir un déclencheur. Et, je me souviens que je ne savais pas si cet petit appareil il serait capable de pouvoir raconter l'histoire forte que je venais de vivre dans cet espace-là. Du coup, l'histoire du cimetière des vivants, il a commencé à s'écrire. Et depuis, c'est une histoire qui avance dans les courses du temps. Ce que je vous ai présenté à vous, ce sont les pages du livre d'artiste, du livre de collection qui existe. Il est né à la base pour être une histoire à être racontée en images et en texte aussi.
C'est le cœur de ma démarche. Je vais vous expliquer après. Et du coup, je travaille chaque feuille à la main. Je fais les tirages de chaque image. Ensuite, je tape au script dans ma machine à écrire tous les textes et je travaille avec la cire. Ça vous permet à vous de comprendre à peu près comment il marche, les projets. Vous savez des vues d'exposition à peu près comment il marche. Il y a une partie où il y a des photographies euh, aussi issues de cet appareil sténopée qui sont déployées dans les murs. Et ensuite, il y a aussi toute la composition de ce livre d'artistes qui se déploie aussi dans les murs. Alors, je voulais plutôt vous faire entrer un peu dans ma démarche artistique en vous lisant ce texte pour vous raconter la façon de comment je vois un peu, comment c'est la manifestation artistique en moi. Alors, j'ai fait très jeune, là, je suis sortie de mon bac très jeune dans mon pays d'origine. Je suis vénézuélienne, mais ça fait presque 20 ans que j'habite hors mon pays. J'habite à Paris depuis 2014. Avant, j'habitais à Madrid, en Espagne. Et du coup, je suis sortie de mon bac assez jeune et je suis entrée directement à l'école des beaux-arts à Caracas, au Venezuela. Et c'est un endroit qui a complètement cassé mon envie et mes inspirations, ma motivation et la possibilité que je pouvais avoir de me développer dans les domaines de ce qu'il connaissait ou ce qu'il appelait l'art pur. Moi, j'ai intégré cette école de beaux-arts pour travailler les sculptures et les dessins. Mais vite, j'ai dû partir de cet endroit parce qu'ils ont complètement brisé ma pratique dans cet espace-là. Du coup, je me suis retournée rapidement vers les théâtres et du coup, j'ai fait une école professionnelle aussi de théâtre à Caracas, mais ce n'était pas encore les lieux où je devais me trouver. Donc, je me souviens que c'est là, dans cette école, où j'ai appris aussi l'importance qu'il y a pour moi la performance, la lecture, la voix, la tradition orale et aussi la prise de notre corps dans l'espace. Et finalement, je suis entrée dans l'école des lettres. Et c'est l'endroit où j'ai commencé toute ma carrière et j'ai découvert principalement, je pense que c'est que mon métier principal, que c'est l'écriture et la littérature. Alors, l'écriture et la littérature est la colonne vertébrale de tous mes projets. Je suis photographe aussi. J'utilise la photographie comme médium principal, mais ce n'est pas l'unique. Ce n'est pas le seul. Et ensuite, à partir de ce moment où j'ai fait cette école de lettres, je me rends compte maintenant, quand je les vois avec un peu de recul, je ne veux pas remercier cette école des Beaux-Arts qui a complètement cassé euh, mon esprit à l'époque là, parce que je suis complètement contre ces pratiques dans des écoles et dans des profs des écoles des Beaux-Arts qui pensent qu'en bouleversant les gens s'élèvent, ils vont arriver à nous faire trouver une patte, une matière de travail plus forte. Je ne remercie pas ça, mais c'est vrai que je suis très contente après du parcours que j'ai pu réaliser parce que j'ai trouvé ma voie dans la littérature. C'est en arrivant en Espagne ensuite que je découvre aussi ma connexion avec la photographie en commençant à travailler avec un appareil sténopé. Et c'est là où je me retrouve encore avec l'image. Et je commence à travailler avec des choses plus expérimentales autour de l'écriture et de l'image. Donc, vous avez compris, je travaille essentiellement dans des phototextes, dans des compositions de phototextes qui sont aussi nourris par ma pratique autour du dessin et de la gravure. En arrivant à Paris, j'ai fait des études de photographie artistique, d'écriture photographique artistique. J'ai fait un doctorat à Madrid en sciences humaines. J'ai fait aussi une école de cinéma. Beaucoup de choses, je pense. Et ici, à Paris, depuis que je suis arrivée, j'ai pu me connecter dans les ateliers des Beaux-Arts. J'ai passé 6 ans ou 7 ans dans l'atelier de Vincent Vicien, dans les ateliers des Beaux-Arts de Paris. Et c'est là où j'ai pu me reconnecter avec les dessins, enfin, en tout. Et là, c'est que vous voyez, c'est des productions, enfin, après, quand je me reconnecte avec ça. Je vous montre rapidement des projets. Je vais vous présenter essentiellement 3 projets. J'ai d'autres, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps pour montrer tout. Et vous pouvez aussi consulter dans mon site web. Vous savez toute
la, la ristre de tous mes derniers projets. Je vous montre les trois un peu principaux et qui peuvent vous parler un peu plus de ma démarche. Ces projets qui s'appellent la liste des prénoms. J'étais très, très contente de connaître le travail de Clémence quand elle a présenté l'autre jour parce que justement, c'est un travail qu'il est développé à Paris depuis l'année 2016 et c'est un travail qui parle de la violence intrafamiliale qui n'est pas fini complètement, qui n'est pas fini tout le temps en féminicide, c'est plutôt un travail sur la mémoire traumatique. Et du coup, c'est un travail très personnel, très intime, comme presque tous mes travaux. Euh, il faut savoir que moi, je trouve toujours la patte pour mes travaux dans mes expériences intimes, mais qui cherchent rapidement une espèce de reflet ou de miroir dans la société qui m'entoure. Alors, c'est un travail que j'avais développé en suivant un collectif de femmes artistes danseuses amatrices qui se réunissaient à la Maison des femmes de Montreuil, guidée par une chorégraphe qui s'appelle Hélène Larodé. Euh, il reprenait un peu dans la lutte féministe, il reprenait un peu l'espace public de tout parti de Montreuil et de la Seine-Saint-Denis, un peu pour rendre compte de la situation de violence qu'ont vit les femmes dans nos foyers, mais aussi dans la rue de façon générale, tous les sujets liés à la violence faite aux femmes et reprenait l'espace public et danser dans la rue. Et moi, dans ma propre activisme, dans ma propre connexion avec le féminisme, j'y suivais cette troupe en étant moi-même danseuse aussi avec elle, mais au bout d'un moment, je commençais à photographier leur démarche. Je me suis retrouvée dans une grande performance un jour à la place de la République un 25 novembre. Et du coup, ces jours-là, j'ai pris connaissance en performant avec elles, en photographiant leur démarche d'une histoire intime qui était gravée dans ma mémoire. C'est une histoire que j'avais complètement oubliée, comment ça arrive avec la mémoire traumatique. Et c'est là où j'ai commencé à faire ce travail autour de la violence familiale. Donc, c'est un travail que je performe et que je travaille depuis 2016 en suivant cette troupe. Il est encore en réalisation parce que je suis encore pas la troupe, mais je travaille main dans la main avec la danseuse. C'est un travail qui s'est exposé dans plusieurs endroits de Paris, Montpellier, Italie, Espagne. Du coup, c'est un travail assez particulier parce que je travaille aussi avec une performance qui se lie dans les jours de vernissage et on construit des énormes listes de prénoms. Là, à l'occurrence, vous pouvez voir les montages qu'on avait fait dans la mairie de Deuxième, que c'est un bâtiment assez particulier, monumental. Ils m'ont permis de presque mettre du papier partout la mairie, dans la grande escalier monumental où on pouvait mettre le prénom de toutes ces victimes. Vous pouvez voir la connexion qu'il y a dans ce travail entre la photographie et mes dessins. C'est presque toujours des triptyques, des diptyques où l'écriture, les dessins et la photographie, ils s'unissent pour faire une nouvelle composition. Du coup, c'est l'histoire d'Antonia, que c'est ma mère. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble photographiquement. Et je vous dis à peu près, c'était elle, la chorégraphe avec laquelle j'ai travaillé. Maintenant, nous sommes en résidence d'écriture depuis 2 ans à peu près pour écrire le troisième chapitre de cette travail-là qui va s'appeler Forget Me Not. Et vous pouvez voir ici les montages de différentes expositions. Moi, je travaille plutôt dans quelque chose que j'appelle des installations photographiques. Je ne travaille pas que la photographique mise dans les murs. J'intègre la photographique avec la performance et je fais beaucoup d'installations. Je travaille avec des objets et ici, à l'occurrence, vous pouvez voir 3 tables différentes qui ont été disposées dans 3 expositions différentes partout en France. J'ai recréé une table à manger. Et là, vous pouvez voir aussi de l'œuvre éphémère parce que les institutions, c'est un projet qui est assez institutionnel. Du coup, les institutions, chaque fois que je présente ce travail, me permettent toujours de créer des œuvres éphémères aussi. Là, vous voyez des extraits de notre résidence quand on travaille ensemble et la connexion entre les dessins et la photographie. Du coup, je vous passe rapidement sur notre projet. C'est mon tout dernier projet qui a commencé dans l'année 2020. C'est un projet qui s'appelle Maison prêtée pour un deuil. Et justement, en juin 2020, j'ai reçu l'appel
de ma mère pour me raconter que mon père, il était mort dans mon pays d'origine, le Venezuela. Et du coup, j'étais confinée ici en France, dans le sud de la France. Mais aussi, il faut que je vous dise que depuis 2015, je ne peux pas revenir, je peux pas rentrer à mon pays d'origine. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il faut savoir que la situation politique, sociale et économique de mon pays, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour nous de voyager dans mon pays, dans nos pays d'origine, les Vénézuéliennes. Et du coup, j'ai commencé un travail sur cette deuil que j'ai dû construire dans la maison d'enfance d'une autre personne. J'ai travaillé en photographie et j'ai fait tout un travail sur la mémoire et sur la reconnexion avec une maison que ça fait plus de 7 ans que j'ai pas pu revoir. Donc, je me connecte avec cette maison via des photos qui sont envoyées via WhatsApp, comme celle que vous voyez ici. Et j'ai fait ensuite tout un travail plastique sur l'image pour rendre compte vraiment de la fragilité de ma mémoire. J'utilise un corrosive et l'image se transforme complètement en autre chose. Pour rendre compte ici de ma connexion si explosive et si volatile avec ces pays, qu'il reste juste une espèce de souvenir lointain dans ma mémoire. Du coup, c'est un projet que j'ai commencé en 2020 pour lequel j'ai gagné un programme de mentorat à l'École supérieure de photographie à Arles. J'ai pu partager, j'ai pu revenir en 2022 pour me replonger dans ce travail-là, accompagné de Susan Meisela, de Gilles Saucier, d'autres photographes et des personnalités assez importantes aussi dans le monde de la photographie. Et je me suis replongée dans un travail, j'ai créé un diaporama sonore, un livre photographique. Vous voyez ici tous les dessins qui accompagnent aussi ces projets-là. Il y a toujours de dessins, toujours de la photo, toujours de tests dans mes travaux. Et il a été lauréate d'un prix assez, assez important pour moi, que c'est un prix qui donne les rencontres d'Arles au meilleur portfolio de l'année 2022. Du coup, il est là. Vous voyez un petit peu la connexion qu'il peut avoir avec tout. Alors, c'est un travail qui a commencé à être un travail très personnel, mais qui rapidement s'est transformé dans un travail un petit peu documentaire. Parce que via toutes les photos que j'ai recevées de mon frère, j'ai commencé à rendre compte de ce qui se passe, comment elle vit la morte, comment on peut vivre la morte dans son pays comme le Venezuela d'aujourd'hui. Alors, je pense que vous l'avez compris, mes travaux, ils peuvent avoir une connexion intime, mais ils sont très liés au social. Je considère aussi que ma façon de me communiquer avec le monde et d'utiliser mon art au service du monde, il part aussi d'un positionnement politique et engagé de ma pratique. Je ne conçois pas l'art si ce n'est pas pour essayer de briser un peu euh, la glace de ce qui se passe dans mon entourage et dans le monde. Alors, pour toutes les femmes artistes qui sont connectées là, je vous montre des images de comment je vous montre la résidence que j'ai faite pour pouvoir construire ces projets. Il faut dire juste que pour pouvoir réaliser ces projets, complètement d'une façon plus ronde, plus complète. J'ai dû partir en résidence 2 mois et demi. J'ai dû partir de Paris à l'école des Arles. J'ai dû laisser ici à Paris ma petite qui avait à peine 300. Je m'adresse à toutes les femmes artistes maman qui sont ici et qui comprennent comme moi à quel point c'est compliqué d'imaginer une résidence et comment on doit se connecter avec nos projets photographiques quand on travaille en résidence loin de nous, loin de nos enfants aussi. Et d'une façon ou d'une autre, pour faire comprendre aussi aux collectionneurs que quand vous achetez nos œuvres d'art aussi, quand vous vous approchez à une œuvre d'art, par exemple comme celle-là, vous êtes en train aussi de vous connecter avec des morceaux de temps, de vie d'un artiste qui doit tout faire pour qu'il croie dans ses projets aussi. Merci Olenka. Excuse-moi de Ouais. t'interrompre, c'est juste que si tu veux Oui, qu'on oui, c'est échange déjà un petit peu. l'heure 24 et du coup, j'allais finir juste là, c'était la fin. J'allais Ouais. finir juste pour vous montrer un petit peu les références, un peu mes références visuelles et photographiques. Beaucoup de femmes, Sanele Muoli pour son activisme visuel. Et ici, je voulais montrer aussi un petit peu quelles sont mes références visuelles et photographiques de façon générale. Voilà. Et c'était presque la fin, là, déjà. Magnifique.
Oh. Ouais, si tu vas sur l'image d'avant, Ouais, reconnais l'artiste, en haut à droite, dans celle d'après du coup. Ouais, comment elle s'appelle cette Tracy artiste? Emin, c'est Tracy Emin. Celle Ah non, qui à droite, Sandra Vasquez de la Horra, ouais. ah ouais, j'adore. Oui, Parce Sandra que Vasquez de la Horra. Oui, vous savez, Sandra Vasquez de la Horra, Sanele Muoli, Anna Roche, Greta Stern, Alice Cléo Roubaud, bon, vous savez, Goya aussi, Tracy Emin de l'autre côté, et voilà, et vous savez, Francesca Woodman, Marika Tajama, Judy Black, etc., etc., etc. merci pour, ta présentation, ouais, effectivement, intime et magnifiquement présente. Enfin, ouais, tu nous as offert ce moment. Est-ce que des personnes voudraient dire quelque chose, mais surtout des remerciements en fait, dans les commentaires? Oui, merci. Ah oui, j'ai pas vu le commentaire, j'ai dû vous déconnecter pour pouvoir voir mon écran complète. Je me demandais tes dessins, que tu nous as montrés, dans ton deuxième projet, ils sont réalisés comment techniquement? Oui, techniquement, je travaille principalement avec l'encre. Mmh. Je travaille avec l'encre, je travaille aussi avec les foussins. Je travaille beaucoup avec les monotypes. J'ai une petite presse, elle est toute petite. J'ai construit beaucoup de livres photographiques. Je ne vais pas parler de tous ces volets-là, mais j'ai construit beaucoup de livres photographiques et du coup, ça me permet aussi de travailler sur l'impression. Je travaille principalement avec ma machine à écrire. Elle m'accompagne dans tous mes projets. Et c'est pour ça que l'image qui représente, qui est aussi dans les cercles cette année, c'est cette image taposcrite parce que je travaille très graphiquement la typo. Et du coup, je suis très, très, au contraire de l'NFT, au contraire de toute la partie numérique, je suis très argentique, très touchée. J'étais fascinée de voir le travail de Marie l'autre jour avec les papiers parce que ma vraie connexion, c'est autour de papier, de la trace qu'il laisse un objet sur les papiers en étant ça, sur la disparition aussi, etc. etc. Voilà. Ouais, ça fait sens aussi parce que tu parles du souvenir, donc impalpable comme ça, donc tu as peut-être envie de le concrétiser, matériellement, quoi. C'est pas Mm. quelque chose qui peut s'envoler. Oui, Hem, en fait, tous les travaux, je me suis rendu compte assez rapidement qu'au lieu de travailler sur la mémoire, j'étais en mmh, train de travailler sur l'oubli. Je suis obsédée par la question d'oublier les choses. Et du coup, la première chose que j'ai peur d'oublier, c'est aussi ma propre langue, parce qu'il faut savoir que quand on habite dans un endroit où tu ne pratiques pas ta langue maternelle de façon générale, je pense que ma première connexion avec ça, c'était parce que j'oubliais des mots en espagnol. Et du coup, ça est devenu une espèce d'obsession. Et j'ai commencé ces grands travaux. Je pense que tous mes travaux, ils sont connectés dans un grand travail, que c'est un travail sur l'oubli, sur la question de oublier. Pas la mémoire, c'est plutôt l'oubli. Comment le cerveau, il travaille pour faire l'oubli, quoi, pour mmh. produire cet effet. C'est trop beau et j'aimerais savoir si on peut voir ça, dans une prochaine exposition ou une Oui, porte ouverte, ouais. oui, oui, des portes ouvertes, je pense qu'il y aura. Bon, vous pourrez visiter mon atelier. J'ai la grande chance de pouvoir avoir maintenant, je pense que je vais avoir un atelier qui va être très, très hypercentre à Paris. Je vais faire plusieurs événements. Je ne vous ai pas parlé de tout l'autre volet de la question de la transmission, mais on pourra en reparler un autre jour. Et il y a plusieurs expositions qui sont programmées déjà pour cette année. Et notamment, il aura un peu la présentation de cet prix Photofolio Review aux rencontres d'art. Et il y a d'autres, il y a les livres qui vont s'éditer. Bon, il a plusieurs choses qui vont se faire cette année. Je vous tiendrai informé, bien sûr, par les cercles. Je voulais aussi dire que je suis très, très contente d'être avec vous. La peinture, je suis fascinée de voir tous ces peintres qui complètent un peu tout ce que j'arrive pas à faire en peinture. Travailler à l'huile, tout ça. Je suis fascinée d'être là et découvrir tous vos travaux. C'est la première année, je suis déjà très, très contente d'être avec vous. Ouais, c'est génial, hein. C'est même si c'est sur Zoom, tout ça, en fait, ça crée déjà des liens forts, quoi. La prochaine fois qu'on se voit, on va pouvoir parler de ton travail. Enfin, c'est génial quand même, et ça donne envie de le voir en plus. Ouais, ouais. Que quelqu'un a des questions,
avant qu'on écoute Alphée. Ou des remarques ou des commentaires à dire à Olenka. Il y a plein Et de... surtout des compliments, en fait. Merci à toutes. Merci à toutes pour... Merci à toi. Pardon, Olenka? Oui, oui, Oui. Bon, enchantée de te rencontrer. enchantée. Moi aussi. Je te mettrai, parce que ton travail, là, vraiment, je suis vraiment rentrée dedans. Je te parlerai d'une compatriote à toi, qu'est-ce que tu connais, qui est installée à Barcelona. C'est Valentina Alvarado Matos. Oui, C'est une copine. Donc, écoute, je sais pas, dans son univers, il y a beaucoup de lentilles qui se traduit aussi par la mémoire et par l'oubli. Écoute, on pourra en parler peut-être plus tranquillement quand on se verra. oui, Ou je en note de toute messagerie façon, privée, merci. ouais. Ouais, ouais. Merci. Je note, je note. Merci beaucoup. Bon, belle continuation dans tes beaux projets. Merci. À très vite, Olenka, et merci pour tout. Merci à toutes. Coucou Alphée. Bonjour à toutes. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Super. Ok, alors je partage mon écran. Hop. Voilà. Vous voyez? Ça apparaît? Oui, c'est parfait. Ok, super. Eh bien, voilà, merci. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir vous partager mon travail. Donc, je m'appelle Alphée, j'ai 41 ans, j'aurai 42 ans demain. Et j'ai 2 enfants. Voilà, je vais vous présenter de manière assez rapide mon parcours, mes inspirations et puis ensuite mon travail. Donc, moi, j'ai toujours baigné dans un univers artistique puisque ma grand-mère et ma mère étaient artistes peintres. Ma grand-mère était sage-femme, elle est devenue artiste peintre un peu sur la fin de sa vie. Et ma mère, elle, est devenue artiste peintre, soi-disant sur un coup de tête, un pari qu'elle avait fait avec un ami. Bon, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, mais le fait est que j'ai baigné toujours dans les odeurs de peinture, dans les crayons, que très vite, ma mère m'emmenait dans des expositions et que j'ai découvert les magasins où je voyais 10 000 crayons, 10 000 couleurs. Donc, j'ai vraiment baigné dedans et j'avais un père qui était, lui, plutôt dans la communication. Et j'étais pas très bonne élève à l'école. Et effectivement, le dessin, c'était l'une des seules matières où je me sentais plutôt à l'aise et où j'ai commencé à exprimer des choses. Et j'ai eu la conviction finalement assez tôt que je serais moi aussi artiste peintre. Donc, de manière assez naturelle, je me suis engagée dans la voie de l'art en commençant à suivre une école d'art. Donc, j'ai fait une prépa à l'Académie Julian et puis 4 années à l'école Penningen, qui est une école assez dure, surtout la première année, où on apprend à travailler, on apprend l'effort et la rigueur, mais c'est une école que j'ai adorée, où je me suis fait des amitiés qui ont duré et qui durent jusqu'à maintenant, voilà, très fortes. Alors, je vous ai mis, je voulais juste faire une petite pause sur mon diplôme parce que je trouvais ça assez rigolo. Je suis retombée dessus, en fait, un peu par hasard. Et je me suis rendu compte que dès mon école d'art, je m'intéressais aux émotions, ce qui finalement, aujourd'hui, est un peu le fil rouge de tout mon travail. Donc, c'était, voilà, ça m'a fait sourire à l'époque. J'avais décidé de parler du bonheur et de raconter un peu l'histoire du bonheur de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et j'avais illustré ce livre que j'avais rédigé avec des peintures, des toiles, en fait, que j'avais photographiées et puis mis en face de citations de grands penseurs. Cette dernière année, en fait, à l'école, c'est une année qui a été un peu dur pour moi, parce que j'avais une situation familiale super compliquée, une mère qui était un peu tarée. Et du coup, j'ai dû partir en fait avant la fin de mon diplôme de chez moi.
Et c'était rigolo parce qu'après coup, je me suis rendu compte que malgré ça, j'avais eu envie de parler du bonheur. Donc voilà, c'est quelque chose dont je me suis souvenue en fait beaucoup plus tard. Voilà. Du coup, à la fin de mon année d'école, j'ai coupé les ponts avec ma mère, que je n'ai pas vue pendant une dizaine d'années. Et j'ai abandonné en fait l'idée de devenir artiste peintre, puisque je me rendais bien compte que c'est quelque chose qui allait prendre beaucoup de temps et que le temps, je ne l'avais pas. Donc, j'ai pris un peu le contre-pied et je me suis engagée dans la voie de la communication. Donc, plutôt je me suis tournée vers l'image de mon père parce qu'il fallait que je devienne très rapidement autonome. Même si la peinture, c'est quelque chose qui restera mon refuge pendant toutes ces années, un peu de pause. Et du coup, je m'engage en fait dans la communication. Je rentre dans une première agence qui s'appelle Marcel et qui deviendra Fred et Farid, où je suis directrice artistique. Et pendant 7-8 ans, je travaille auprès de deux monstres de la communication, Fred et Farid, qui sont deux génies complètement tarés, où j'apprends en fait à travailler super dur en équipe. On passe des nuits et des nuits sans dormir. On y passe nos week-ends. Et c'est une expérience malgré tout qui reste, qui m'a beaucoup marquée. Et j'ai à la fin de ces 7 ans mon premier enfant. C'est là que je décide de changer d'agence et j'arrive dans une agence qui s'appelle Business, très différente, une beaucoup plus petite structure. Et là, je prends la direction de création de cette agence, qui est une agence qui a été fondée par Ardisson et qui était qui faisait de la réclame, quoi, qui faisait des formats courts. Et je trouvais l'idée de cette agence était chouette parce qu'elle permettait à des annonceurs qui n'avaient pas beaucoup de moyens de pour autant se faire connaître à travers des formats courts de répétition, etc. Et c'est pareil, une agence où je me suis très épanouie pendant 5-6 ans et j'ai eu mon deuxième enfant à ce moment-là. Et j'ai décidé de me rechallenger à ce moment-là et d'aller dans une agence plus digitale qui s'appelle Rosebeef, où je suis restée pendant 1 an et demi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pété un câble. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps, finalement, je n'avais jamais eu le temps, mais que j'avais réussi à le supporter jusqu'à maintenant, mais que là, c'était trop. J'annulais toutes mes sorties, j'avais plus le temps pour ma famille, je faisais charrette sur charrette, j'ai perdu 10 kilos et j'ai complètement flanché à ce moment-là. Et du coup, je me suis rendu compte que voilà, ça faisait 16 ans en fait que je travaillais un peu comme une forcenée, comme une dingue et que je m'étourdissais un peu dans le travail et que c'était pas anodin, que c'était un peu pour voilà, continuer à avancer, pas réfléchir. Et je vous ai mis ces petites images-là parce que ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi après, c'est que même en direction artistique, j'avais toujours cette espèce d'envie, dès que je pouvais, de travailler des images un peu à la main, avec du collage, avec de la peinture, où il y a des images que je travaillais, je faisais de la couture ou de la photo. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont interrogée un petit peu par la suite. Donc en 2019, du coup, je décide de me mettre en pause pour la première fois de ma vie, de prendre du temps en fait pour moi, et je découvre Suite Collective, qui est une espèce de méthode un peu innovante qui m'a permis de faire un bilan de compétences, et surtout qui m'a permis d'assumer la décision finalement que j'avais prise très jeune en fait d'être artiste peintre. C'était pas évident parce que voilà, après toutes ces années de se dire ok, je change de voie, qu'est-ce que vont en penser les autres? On me disait mais t'es folle, là t'es bien, tout se passe bien, et de chambouler un peu sa vie, c'est pas forcément voilà, c'est comme une forme de prise de risque, mais et surtout je me disais, moi ma plus grande angoisse c'était de me dire comment je vais réussir à lâcher prise, parce que j'étais vachement, et j'ai toujours été beaucoup dans le contrôle. Donc, c'était une grande interrogation. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une galerie, un galériste plutôt, qui n'a pas été du tout sympa avec moi, que j'ai eu au téléphone, j'ai un peu parlé avec lui, et qui m'a un peu jeté au début, en me disant, mais non, mais tu sors de la com, c'est n'importe quoi, tu es à la limite, un peu trop vieille, déjà maintenant c'est trop tard. Il me disait que le seul point positif, c'était que justement, j'avais été dans la com et du coup, que je savais travailler, que j'avais une grande force de travail. Voilà, bon. Et puis, il m'a dit, envoie-moi quand même vaguement ce que tu fais, je regarderai. Et suite à ça, il a accepté de me recevoir. Et là, on a passé un super moment ensemble. Et surtout, le conseil intéressant qu'il m'avait donné, moi, c'est vrai que je me disais, bon,
artiste peintre, ça implique beaucoup de choses. J'avais une espèce de mythe en fait autour de ça et je me disais il faut être toujours dans une configuration particulière, il faut être inspiré, est-ce qu'on est inspiré tout le temps? Je me posais tout un tas de questions et lui il a complètement désamorcé en fait tout ça en me disant mais en fait artiste peintre c'est comme n'importe quel métier. Tu te lèves, tu travailles, tu bosses dur, même quand tu n'es pas inspiré, ben, il faut faire et c'est en faisant que les choses se déclenchent. Et je trouve que c'est un super conseil que je voulais vous partager parce que je l'ai trouvé très intéressant. Du coup, je me suis demandé à ce moment-là, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager, de quoi j'ai envie de parler. Assez vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de mon époque, de parler de ce que je venais de vivre, du manque de temps, du fait qu'on vit dans une époque aujourd'hui où tout va à 150 000 à l'heure, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de rien, on n'a plus le temps de se poser, de réfléchir, on n'a plus le temps de rêver, on n'a pas le temps on ne peut pas se planter, on doit toujours être parfait, tout devient super lisse. Voilà, dès que ça sort un peu du cadre, on est montré du doigt. Enfin, c'est ce que j'avais vraiment ressenti, moi, lors de mes dernières expériences, qu'il fallait avancer, pas se poser de questions. Et j'avais l'impression que voilà, les émotions, de manière globale, elles étaient un peu muselées, qu'il faut toujours, enfin, il fallait rien montrer, il faut toujours être fort, avancer, sans faire d'histoire. Et voilà, et du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur ces émotions, sur le ressenti, le doute, tout ce qui fait en fait qu'on est unique, qu'on est vivant et qu'on est humain. C'est quelque chose que j'avais envie d'étudier et de montrer à voir. Alors là, je vous ai juste mis des références, j'en ai plusieurs, hein, mais je vous ai mis 4 références qui pour moi sont très importantes. C'est un peu mes mentors. Donc il y a Citwom-Lee. Voilà, j'aime la liberté totale avec laquelle il travaille, ses couleurs, le lâchage. Chaque toile est une plongée intime. Un Nicolas de Staël, moi j'aimais aussi le fait qu'il n'aimait pas en fait qu'on le classe, qu'on le mette dans une case. Il était entre la figuration et l'abstraction et c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et je vous ai mis 2 autres artistes juste derrière, Michel Destarac et Tapiès pour voilà, la liberté totale dans la gestuelle et la gestion des couleurs de ces 2 artistes qui me touchent beaucoup et qui parlent beaucoup de l'intime aussi. Alors ensuite, je vous ai fait une sorte de petite boîte à outils, la façon dont je fonctionne. Alors moi, je travaille beaucoup avec le papier. Alors il y a 2 artistes dans le précédent Artist Talk qu'on a beaucoup parlé. Marjolaine parlait de la fragilité du papier et Marie Lomé a beaucoup parlé aussi du papier puisque son travail tournait beaucoup autour de ça. Alors de la même manière, moi, voilà, le papier, c'est quelque chose qui est très important. Depuis toute petite, en fait, le papier, pour moi, c'est quelque chose que j'aime toucher. Il y a une odeur. Il y a une texture, en fait, c'est quelque chose de très sensuel et qui me procure beaucoup d'émotions. C'est évidemment lié à la nature et avec toute la fragilité que ça comporte. Et ce qui est important pour moi, c'est que le papier parle, en fait. Ça permet évidemment de transmettre, de raconter des histoires, ça permet de dessiner, ça permet d'écrire. Voilà, et le papier, en fait, dans la façon dont il est employé, il peut être tendu, il peut être déchiré, il peut être gratté, il peut être recollé, taché, etc. Et en fait, ça dit quelque chose. Je trouve que ça laisse transparaître une émotion, un message ou surtout un être, en fait, derrière. Donc, je vous ai mis quelques photos du papier que j'utilise, la façon dont, voilà, en fonction de l'émotion que j'ai envie de transmettre, du message que j'ai envie de transmettre, je commence à choisir mes couleurs, à choisir les papiers, je les assemble. Et de temps en temps, je vous ai mis des exemples voilà, d'un papier qui pourrait être déchiré, qui dit quelque chose. Je travaille aussi sur du papier calque que je viens recoller par-dessus, ce qui permet d'avoir différentes strates et différentes couches dans mon travail. Et également, en fait, je recolle de temps en temps des bouts de toile sur une œuvre en cours qui me permettent de revenir en arrière et puis qui permettent aussi de penser quelque chose, de colmater. C'est également aussi un peu dans la continuité du travail de ma mère qui, elle, arrachait des papiers publicitaires dans la rue un peu à la Villègle et qui s'amusait à travailler des compositions en fait derrière. Du coup, je travaille beaucoup avec des papiers qui sont faits main, donc des papiers népalais, japonais ou autres. Et voilà, je reparle une fois encore de Marie Lomé qui en parlait, parce que j'ai vraiment beaucoup adoré j'ai aimé particulièrement le travail qu'elle a présenté.
Et ce n'était pas évident pour moi parce que j'avais vraiment envie de travailler avec ces papiers. Mais le fait de les maltraiter un peu derrière, j'avais l'impression de manquer de respect à en fait, un travail et une œuvre d'art à la base, en fait, en soi. Et du coup, pour créer quelque chose, au début, je me suis posé pas mal de questions. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette page, le papier, c'est vraiment un socle et c'est une base de mon travail. Ensuite, du coup, je travaille la peinture. Alors, je travaille à l'acrylique. Alors, je n'ai pas fait une école d'art type le Beaux-Arts, Penningen, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, d'une part, l'huile, c'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup. On a eu ce cours-là qui était absolument génial il n'y a pas très longtemps et qui nous a beaucoup parlé de l'huile. Mais en même temps, moi, l'acrylique, je travaille un peu dans l'urgence. Il y a quelque chose, j'ai besoin que ça sèche assez vite pour repasser par-dessus, pour gratter, pour recoller. Donc, pour le moment, l'acrylique me va bien. Et je vous ai mis 2 images à gauche de l'importance du geste pour moi, de la trace, de l'impulsion, de l'énergie dans la matière, ou c'est cette matière acrylique que je gratte, que je lisse, ou d'un autre côté, c'est les images plutôt à droite, quand je veux retranscrire un peu de douceur, d'onctuosité ou de moelleux, je la travaille plutôt de cette façon-là. Alors, je me sers aussi beaucoup de pastel à l'huile que je viens retravailler par-dessus la peinture et par-dessus le collage de papier. Et il y a une troisième phase qui est les trames. En fait, depuis toute petite, c'est quelque chose que je travaille, en fait. C'est quelque chose qui me calmait, qui me faisait du bien, un peu comme une espèce d'écriture un peu automatique, un peu comme une sorte de méditation. Ça me permettait de me laisser aller et de laisser aller ma main à des dessins. Et je me rends compte aujourd'hui que ces trames qui interviennent un peu à la fin de mon travail, ça évolue en fait en fonction des choses. Alors on peut avoir des traits, on peut avoir des petites croix, on peut avoir des formes un peu circulaires. Chacune évidemment a des significations différentes. Ça peut être en volume. La taille aussi de ces trames, elles peuvent évidemment varier. Alors je me rends compte voilà, que ça peut évoquer tout un tas de choses, ça peut évoquer le lien, ça peut évoquer, quelque chose qui unit, qui rassemble. Certains ont vu comme sur l'image de droite des œufs de grenouille qui pouvaient évoquer la fécondation. Ça peut aussi évoquer des choses qui se répandent dans les airs, qui se propagent, quelque chose qui grandit, qui avance. Alors, je vous ai mis ça. Alors, la qualité est très mauvaise, mais je suis retombée dessus aussi un peu par hasard. C'est la première expo que j'ai faite quand j'avais 19 ans. J'étais à ce moment-là en prépa à l'école et j'avais pour la première fois présenté mon travail au Grand Marché d'Art Contemporain. Bon, je l'ai mis, voilà, c'était rigolo pour voir un peu quels étaient mes premiers travaux et l'évolution de mon travail. Alors ça, on est en 2019-2020. Je décide du coup de non plus être salarié en agence de communication, mais de me mettre en freelance pour pouvoir développer beaucoup plus la peinture et me consacrer à ma peinture. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de parler des émotions. Et je me pose pas mal de questions sur comment en parler, comment est-ce que déjà je peux les faire monter un peu en moi, ces émotions, comment je peux comment je peux capturer en fait ces instants qui sont assez fugaces, comment je peux les faire durer, comment les retranscrire, et surtout, est-ce que j'ai le droit de retoucher une toile sans tricher, en fait, parce que retoucher une toile, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus dans cette émotion, on est peut-être passé dans une autre, bref, je me prends un peu la tête, mais quoi qu'il en soit, je travaille sur le geste, voilà, c'est vraiment des jets de peinture, sur le mouvement, c'est très chargé, c'est lourd et c'est foisonnant, en fait, le travail de cette reprise en 2019. Arrive le confinement, on est en mars 2020 et j'ai la chance de pouvoir passer ce confinement à la campagne, dans le Berry, je suis face à la nature. J'ai un espace énorme pour travailler alors que d'habitude, je travaille à la maison. Et là, c'est vraiment un bonheur immense, en fait, et une sorte de sérénité retrouvée. Et voilà, j'ai été dans un travail de représentation vraiment de l'émotion et de manière complètement inconsciente, le printemps arrive et en fait, je me rends compte que c'est la nature que je me mets à représenter en fait sur mes toiles. Mais encore une fois, je n'étais pas du tout dans
dans l'envie de représenter cette nature qui arrivait, qui se mettait à éclore. Et c'est quelque chose qui arrive un petit peu tout seul. Comme en juillet, août, les champs sont labourés, il y a des grands pans jaunes de champs de colza qui arrivent, et c'est des choses que je me mets en fait à représenter sur mes toiles. Et en fait, voilà, je me rends compte que la nature devient un peu ma muse, et que je me mets au fur et à mesure à écrire sur la nature, un peu comme dans un journal intime, je jette un peu mes pensées et mes réflexions, et j'invoque un peu d'une certaine façon voilà, la nature. Et je me rends compte qu'il y a une grande évolution dans mon travail à ce moment-là. Les choses s'apaisent, ça s'allège, c'est moins chargé, c'est plus aéré, il y a plus de vide. Et voilà, je me mets à représenter un lac, de la pluie, un orage, une lune rousse qui arrive à un moment où on n'est pas censé la voir. Voilà. Je vérifie l'heure. OK, faut que je me dépêche. J'ai envie en fin 2000, on est fin 2020, de parler du Covid, et je commence à travailler cette série Pandore. Et là-dessus, voilà, je me dis, on connaît tous l'histoire de Pandore, par qui tous les maux de la terre se répandirent. Et encore une fois, on parle ici d'une figure féminine pour incarner le malheur. Et ça m'a intéressée et ça m'a fait sourire quand le Covid a vu son genre évoluer pour devenir féminin. Et donc, cette série Pandore, en fait, elle évoque la pandémie qui va se répandre de manière un peu aérienne, tout en douceur, un peu comme dans un rêve. Et c'est un mal qui force à l'éloignement ou qui contraint au rapprochement. Je vais passer très vite sur la fin parce que je me rends compte qu'on n'a plus beaucoup de temps. Juste pour vous dire qu'au fur et à mesure, il y a des éléments qui arrivent. Il y a des éléments géométriques ici qui commencent à arriver, des grandes bandes, soit des rectangles, des losanges, qui signifient un peu le calme, l'ordre dans le chaos, des choses qui viennent tempérer. Et surtout, je me mets à tenir un peu, à vouloir tenir un peu des propos sur l'environnement, comme cette toile à gauche que j'ai appelée Printemps en hiver, qui parle en fait d'un espoir d'un retour à la normale, d'une prise de conscience aussi de ce qui nous entoure et du dérèglement climatique. Typiquement, on était en hiver déjà, il faisait, voilà, la température était très élevée. Évidemment, c'était un peu surprenant. Je parle aussi bien des espaces verts qui sont un peu introuvables dans des grandes villes comme Paris, où je peux évoquer aussi le tableau de droite, la rue, tout le brouhaha de mon quartier, avec des couleurs un peu jaunes et ocre, de lever de soleil. Début 2022, la Russie envahit l'Ukraine, et là j'ai envie voilà, d'incarner ce qui se passe dans une toile que j'appelle La Menace, que vous voyez à gauche. À droite, toujours le réchauffement climatique. Voilà, j'entame une série sur les neiges éphémères où je parle de ce dérèglement. J'avance un petit peu vite pour terminer. On est en 2022 et à ce moment-là, j'accompagne ma mère dans sa fin de vie, et j'entame une série sur les ciels, en fait, qui évoque un peu un chamboulement émotionnel. Le ciel, voilà, c'est pour moi vraiment le miroir des émotions humaines. Il est vivant, c'est un peu le miroir de nos âmes, c'est quelque chose qui respire, qui souffle, qui se fâche, qui crie, qui se calme. Je trouve que ça représente assez bien l'instabilité des humeurs. Il y a quelque chose d'envoûtant et qui se renouvelle sans cesse. Et du coup, c'est un travail que j'ai commencé fin 2022 et que j'ai décidé un peu de prolonger, de continuer pour le Cercle, puisque fin 2022, j'ai rejoint la saison 2 du Cercle. Et c'est quelque chose, voilà, qu'on pourra retrouver, que je travaille en fait actuellement, aussi bien l'évocation du coup de ces ciels et une série sur la nature sur laquelle je travaille. Et voilà, je termine avec ça. Merci Alphée. Hop, désolée, j'ai un peu dépassé. Non, super intéressant. Ouais, j'ose pas vous couper. Non, je suis désolée, mais pourtant, j'avais mis mon téléphone un peu devant, mais hop. Super intéressant de voir l'évolution, c'est dingue. Ça donne trop envie de les voir. J'arrête le partage là, ça, hop, tac. C'est possible. Tu as beaucoup de retours aussi positifs. Est-ce qu'il y a des questions assez précises, des retours? Des choses à ajouter?
est-ce qu'on peut voir les œuvres en vrai, par exemple avant le cercle? Est-ce que tu penses ouvrir ton lieu de travail? Alors oui, alors je travaille chez moi, Ouais, mais évidemment, c'est toujours ouvert, hein, alors, il y a, avant la fin du cercle, en fait, il y a plutôt des choses qui arrivent juste après, des expos, en fait, collectives, que ce soit à Saint-Prix ou je participe à une expo qui s'appelle Solidart au Carreau du Temple, qui est une expo solidaire où on reverse la moitié en fait des bénéfices pour aider des assos. Je participe à une expo collective aussi à Coulommiers. Enfin, il y a pas mal de choses entre là, il y a le salon comparaison en février, entre plutôt fin mars et mai, où on pourra voir mon travail à l'extérieur, mais sinon, évidemment, mon atelier maison est ouvert à tous. Et voilà. ouais, j'aime bien poser cette question parce que bah ouais, c'est toujours bien quoi de les voir en vrai. Et tout ça, on peut te suivre sur Insta, quoi. Ouais. Ouais, ah Ouais. ouais, sur Insta, j'ai un site sur lequel du coup je poste pas grand-chose puisque là je me suis arrêtée au dernier travaux que j'ai fait et tout le reste je le garde pour fin début avril quoi quand on va Ouais. présenter le travail. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi quand tu parlais du temps qu'on prend pas pour juste réfléchir ou rêver ou s'ennuyer, quoi. Ça me parle beaucoup. Ouais, c'est vraiment, ouais, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, toute ma vie, j'avais voulu courir, je courais après le temps, je courais après je sais pas quoi, finalement, en fait, je courais après, je courais pour pas me poser, en fait, pour pas prendre le temps, pour pas réfléchir, pour pas prendre les vraies bonnes décisions, de ma vie et parce que je pense qu'il y avait des choses qui étaient un peu douloureuses, à un certain moment mais je pense que tout ça fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à un moment donné, je me dis aussi, voilà, peut-être que j'avais besoin de passer par tout ça pour aujourd'hui me poser et puis pouvoir évoquer ce que j'évoque aujourd'hui mais là, c'est une vraie réalité, ce manque de temps, voilà, c'est fou et c'est compliqué. Et puis, j'imagine que tout le monde est dans des configurations différentes, mais aujourd'hui, du coup, moi, j'ai 2 métiers, j'ai des enfants, c'est pas des choses qui sont évidentes. C'est-à-dire qu'encore une fois, je suis dans une configuration où le temps, j'en manque parce que j'essaye de consacrer, et mon rêve serait évidemment de pouvoir me consacrer à 100% à la peinture. Mais le fait est que il faut gagner un peu de sous-sous à côté, donc ça veut dire avoir une autre activité. Et de temps en temps, on a l'impression de devenir un peu schizo, quoi, de passer de l'un à l'autre, d'arriver à se dire, OK, là, même si j'ai que 1 heure, c'est peu de temps, mais il faut que je mette à profit cette heure. C'est quand même génial, je me mets à peindre, paf. Et alors, d'autant plus quand on est chez soi, où il faut tout ranger, mettre à plat nos trucs, et puis finalement tout ranger derrière parce que les enfants débarquent, et que, bon, c'est la 3e activité de la journée, comme beaucoup de mamans, j'imagine ici. Est-ce que quand tu travailles, tu arrives à oublier le temps? Enfin, même si c'est 1 heure. Ouais. Alors, ce qui est hyper marrant, c'est que quand j'ai fait Switch Collective, qui est vraiment quelque chose que je conseille à beaucoup, c'était sur 1 mois et demi, on a fait ce travail, c'était vraiment génial. Ils nous avaient demandé d'essayer de comprendre quels étaient les moments dans notre vie où on avait été en flow, ce qu'ils appelaient en flow. Et justement, le flow, c'est ces moments où on s'oublie complètement, on oublie le temps, on oublie même de manger, de boire, on est comme complètement en transe, en fait. Et ces moments-là, quand j'ai réfléchi à ça, c'est vraiment les moments où j'étais en train de peindre, ou même, en fait, quand j'étais dans des agences de communication, ces moments où, d'une certaine façon, je faisais des choses un peu manuelles au service d'eux, au service de la création et où je pouvais m'arrêter en fait à 5h10 du mat en me disant mince, en fait la nuit est passée, mais j'ai trop kiffé, j'étais hyper heureuse en fait et le temps il filait, c'était génial quoi. Trop bien. En tout cas, je te remercie. Tu as plein de gens qui te disent team schizo aussi. Qui se reconnaissent. Et c'était chouette de parler de cet aspect-là aussi dans ta façon de voir les choses, dans ta sincérité en fait, d'approcher ta façon de travailler. Merci beaucoup Alfie, à très vite. Merci à vous tous et merci au cercle. Mhm. Et
Est-ce que Yannick, tu es là? Oui, je suis là. Ça y est. Vous Ah, m'entendez? Oui. ouais, très bien. Cool. Bah, bonjour à toutes. Je m'appelle Yannick Bourget. Je suis plasticienne. Donc, pour faire une petite présentation rapide, je vais vous parler un petit peu là, comme ça, en tête à tête. Et puis après, je vais vous montrer quelques vidéos et photos de mon travail. L'environnement autour de moi est assez bruyant parce que ben, l'atelier est bruyant. Donc, j'espère que ça va aller quand même au niveau sonore. Voilà. Donc, en quelques mots, donc, je suis plasticienne, j'ai un atelier à Montreuil et je vis à Paris. Et donc, j'ai une pratique de sculpture et de tableaux et parfois d'installation. Et mon médium principal, c'est le papier, donc ça a été évoqué par Alphée tout à l'heure et par d'autres artistes. Et même, et tout à l'heure, j'ai oublié ton prénom, pardon, juste avant. Je suis désolée, je suis un tout petit peu stressée, mais je pense que c'est normal et qu'on est toutes pareilles, donc c'est OK. Pas de souci. Tu t'entends bien, tout va bien, tu as le temps. Merci. Et j'ai participé à la saison 1 du cercle aussi. Voilà. Et donc, là, je vais faire le partage d'écran et je vais vous montrer un peu mon travail. Alors, tac, 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 partager l'écran. OK. On est bon. C'est bon pour vous? Vous voyez les choses? Ouais, c'est parfait. Juste moi mettre ça de côté pour y voir plus clair. Je pense que c'est un peu le bordel. Si je vois, pardon, excusez un instant. Voilà, je pense que c'est clair. Comme ça. OK. Il y avait ça que je voulais laisser dans le bas pour que vous ayez les indications. Et voilà. Donc voilà, là, c'est une photo de mon atelier avec une vue plus ou moins exhaustive de mon travail, en tout cas un panel. Donc, je vais vous raconter un peu mon parcours et faire défiler les photos, comme ça vous verrez un peu les choses en vrac. J'aime bien l'idée du vrac un peu pour faire comme une sorte de plongée à la fois dans mon univers, à la fois dans l'histoire et de d'où ça part, et en même temps avec la vue finale. Je trouve ça intéressant de mélanger les choses. En tout cas, ça représente et ça correspond aussi à ma manière de faire. Donc, ça va avoir cette forme-là. Voilà, ma proposition. Donc, mon parcours. J'ai eu une formation en lien avec les métiers d'art et les arts appliqués. Donc, métiers d'art, j'ai eu une formation en tapisserie d'ameublement, ce qui fait qu'en fait, dans ma manière d'aborder les choses, j'ai souvent été guidée par l'idée de apprendre à faire, passer de l'idée, du concret, enfin, passer de l'idée jusqu'au concret et voir comment les choses adviennent en passant par la matière. Et donc, ça a toujours été un point d'entrée. Donc, j'ai un rapport qui est très dans la matière, dans le faire, qui pourrait être proche du coup de l'artisanat dans cette approche-là. Mais qui, en fait, s'en est émancipé progressivement pour arriver à des sculptures qui sont plus en lien avec justement quelque chose de beaucoup plus immatériel. Donc, j'ai commencé donc à travailler le papier à l'occasion d'études aux Beaux-Arts, à la suite de ces formations en métier d'art, parce que j'ai eu besoin de réouvrir en fait mon angle d'approche sur quelque chose de plus ouvert que simplement le rapport à la matière qui clairement me frustrait, à la fabrication. J'espère que c'est clair un peu ce que je vous raconte. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions par la suite si ce n'était pas clair. C'est très très clair. C'est très très beau. Merci. Je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut quand même que je décrive mes photos. C'est un peu vrac, mon histoire. Je suis désolée de ça parce que... Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu vrac dans le sens où... Et ça représente aussi... En fait, ça permet d'avoir une vue plus exhaustive encore. C'est-à-dire que là, comme tous les artistes, on est dans un rapport où on est en train de faire 1000 choses à la fois. Et ma manière de présenter cette chose-là, j'aime bien en fait être authentique dans mes présentations. Donc, voilà. Donc, je vais passer à autre chose de ça. Donc, ces sculptures-là, en fait, c'est l'une des premières choses que j'ai fait lorsque j'ai commencé à travailler le papier.
C'est un travail en fait où je suis venue travailler en creux sur la matière, c'est-à-dire que je suis venue sculpter la matière par des techniques de collage pour arriver à des formes qui sont beaucoup plus qui sont assez à la fois légères puisqu'elles sont pleines de vide et à la fois qui ont un volume enveloppant. En fait, ce sont des sculptures qui ont été à l'origine de mon travail du papier et qui, en fait, par la suite, se sont développées sous d'autres formes. Et donc, pour parler un petit peu de cette matière que je travaille, en fait, qui a été à l'origine de mon travail plastique, j'ai commencé à le travailler alors que j'étais dans les études aux Beaux-Arts. Ça a été un matériau que j'ai rencontré pour toute première raison, c'était parce que du fait de mes études, du fait d'être étudiante, j'avais besoin de pouvoir travailler une matière qui soit facile d'accès. Donc en fait, là, mon point d'entrée était purement logique par rapport à ma situation d'étudiante et aussi par rapport à mon désir de recherche et d'expérimentation qui était très présent et qui l'est toujours actuellement. Et donc, dans cette circonstance, j'ai commencé à travailler le papier en me disant qu'il fallait que pour explorer avec beaucoup de possibilités, il fallait que je puisse me tromper beaucoup. Et pour ça, le papier m'offrait la capacité de pouvoir me tromper sans que ce soit très grave, puisque je pouvais refaire, avoir accès de nouveau à du matériau, etc. Donc, mon point d'entrée a été là dans celui-ci. Et tout à l'heure, Alphée, tu parlais de flow et de choses dans lesquelles on s'engouffre et qui nous dépassent. Ça a été clairement le point d'entrée de mon rapport à ce matériau et de cette rencontre. C'est qu'en fait, j'ai tout de suite été dans un rapport où le monde tournait autour de moi et moi, je ne sais pas trop où je flottais à l'intérieur de tout ça, mais il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas dans cette première rencontre. Et par la suite, en fait, ça a été un matériau qui reste fascinant, puisque pour moi, c'est une matière qui est très empathique, dans le sens où elle va garder l'empreinte, garder la mémoire. C'est une matière qui est considérée comme fragile, mais qui en fait est beaucoup plus résistante qu'il n'y paraît. J'aime travailler ce matériau aussi parce qu'en fait, il a cette espèce de dualité, quelque chose de très commun et très connu qu'on pourrait considérer comme pauvre, en tout cas en Europe. Ou en tout cas comme un matériau simple, et ça a été aussi ma manière de l'aborder dans un premier temps, et en fait qu'il révèle quelque chose de beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, et surtout un moyen de véhiculer des histoires. À la fois, c'est comme ce qu'on peut considérer comme une page blanche, donc un point d'entrée, aussi un livre, etc., qui peut raconter des histoires textuelles, et une autre manière de raconter par la matière elle-même et pas juste comme un élément de support. Une de mes particularités dans mon travail, c'est de travailler donc le papier blanc, le papier nu, donc sans couleur, le papier brut dans sa simplicité. En tout cas, s'il devait être teinté, ce serait teinté dans la masse. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler avec la lumière, les reliefs, la manière dont les choses peuvent se décoller doucement pour raconter un mouvement. Dans mon travail, il y a ça qui est très, très présent. C'est le rapport au mouvement, le rapport au vide et au creux comme un élément qui vient faire des compositions qui s'équilibrent. Voilà. Je vois que la suite des photos va arriver sur un autre point qui fait partie de mon travail et qui a été progressif et qui arrive doucement, mais qui est présent maintenant. C'est un travail qui est toujours en lien avec cette idée de recherche et d'expérimentation, où là, je viens mettre des choses plus en contraste. L'image que vous avez ici, c'est celle d'expérimentation liée à un travail de cristallisation. Donc, cristallisation du sel, en l'occurrence. Donc, c'est une recette où je viens mettre du sel, où l'eau s'évapore et le sel vient cristalliser. Et j'expérimente plusieurs manières de faire cristalliser le sel avec différents éléments que je rajoute et donc qui viennent par capillarité progressivement envahir une surface ou un matériau. Et en fait, ça a été une recherche que j'ai faite à l'occasion d'une résidence pour faire une exposition avec une autre artiste, une artiste souffleuse de verre. Et donc, ce sont des recherches que j'ai faites pour
faire une installation dans cette exposition qui était liée en fait au, comment on dit déjà, au salpêtre. Donc, qui est en fait un matériau, enfin, qui est en fait des choses qui arrivent dans des environnements humides. Et j'ai voulu essayer de faire une installation, enfin, une œuvre en lien avec ce salpêtre qui était liée au cœur de l'exposition et au lieu d'exposition. Et donc, j'ai expérimenté tout ce travail, en fait, de capillarité, d'absorption de l'eau, de mémoire, de qu'est-ce qui reste une fois qu'on a fait un assemblage de matériaux et quelle mémoire ça porte à l'intérieur de soi. Et en fait, ça a été une résidence que j'ai faite près du lieu d'exposition, dans une ancienne mine d'extraction de fer. Donc, ça m'a fait rencontrer de nouveaux matériaux, des matériaux plus bruts, plus, comment dire, plus violent aussi. J'avais besoin vraiment de mettre en contraste en fait toute cette douceur qu'on peut voir à travers le papier et tout ce que je cherchais à exprimer qui était très doux. Et ça vient à peu près au moment du Covid. J'avais vraiment besoin de mettre du contraste, de la brutalité, quelque chose de moins léché que ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire. Et donc ça a commencé comme ça. Enfin, ça a continué comme ça, disons. Et donc, j'ai rencontré de nouveaux matériaux, des matériaux que j'ai ajoutés dans mon corpus de matière et de recherche liés à la lumière, à la composition, etc. Et qui ont ensuite progressivement fait leur entrée dans mon travail plastique sur des œuvres picturales. Donc ça commence toujours par développer des matériaux, des choses qui vont devenir des parts entières de vocabulaire formel que je vais ensuite insuffler dans des pièces que je vais composer et qui vont exister d'elles-mêmes. Et elles vont toujours véhiculer quelque chose d'un lien avec le souvenir, la trace, l'empreinte, le temps qui passe, le mouvement et le vide. En grande ligne. C'est des intentions, enfin, ce sont des notions qui sont très importantes pour moi, mais qui sont assez transversales aussi, et qui me permettent en fait de mettre en matière en fait, ça va être très classique, mais des pensées, mais c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que parfois les choses se font dans un sens où c'est en composant que j'arrive à mettre en mots. Et inversement, c'est rarement une pensée qui vient se matérialiser, mais c'est à l'occasion d'une sorte de flow où je vais composer en laissant aller les choses, en étant de manière peut-être très empirique, que la mise en mots va se faire et parfois avec un certain délai. Voilà. Donc, on continue dans les choses différentes que j'ai pu faire. Là, c'est donc une autre part de mon travail. C'est un travail plus sculptural, mais plus dans un rapport de mobile. Ça, c'était une œuvre que j'ai faite à l'occasion d'un partenariat avec Ruinart, qui, en fait, a proposé de travailler avec ces coques de papier, des sortes de packaging de papier de leurs bouteilles, et donc de faire une œuvre. Ça a été la première fois que j'ai fait un mobile. J'en avais le désir depuis un moment de faire un mobile, et en fait, je trouve que ça réunit pas mal de choses, c'est-à-dire l'occasion de faire des choses de composition en équilibre, mais aussi ce rapport au mouvement des formes et à la sculpture dans l'espace. Et donc, quand tout à l'heure je parlais de contraste, j'ai pu mettre en relation différents matériaux au regard du papier, notamment là, le laiton, qui est une matière que j'ai intégrée progressivement, donc soit à l'occasion de mes mobiles, soit à l'intérieur de mes compositions. Là, ce sont des pièces qui vont être faites de sel, avec des échos d'une forme en feuille d'or. Ces formes, en fait, elles sont issues de recherches, celles-ci, que j'ai faites autour des vulves. Donc, ce sont des dessins que j'ai faits au fusain, que j'ai ensuite déclinés et sortis de leur contexte. Là, c'est une des formes que j'ai faites qui représente aussi une double vulve. Mais ce sont des pièces que j'ai sorties parfois de leur contexte jusqu'à les abstractiser
ce qui veut dire qu'en fait, ça devient un peu des sortes d'écorces. J'aime le rapport en fait entre l'idée de l'écorce, l'idée de la matière, de l'organique, de la peau végétale, la peau humaine aussi. Donc là, on revient un peu sur mes différentes compositions. Donc là, effectivement, il s'agit aussi d'une vulve avec un élément de laiton au centre qui vient un peu faire ricocher la lumière. Donc là, ça parle aussi de la dimension organique qui est très présente dans mon travail aussi. Enfin, dans l'idée du mouvement et du creux. Les pièces du début que vous avez pu voir, où ce sont des éléments cellulaires qui se mettent comme ça en composition sur elles-mêmes. Et ça, c'est une autre partie de mon travail que j'ai faite avec une autre artiste. Donc ça, c'est un travail de collaboration avec une artiste souffleuse de verre, Alice Lebourg. Et on a eu l'occasion, lors d'une résidence à Cognac, qui a été menée par une fondation, la Fondation Martel, de faire une résidence croisée et donc de travailler à deux, à l'occasion, sur 3 semaines. Et on a fait ricocher en fait nos travaux et nos approches en lien avec les empreintes, la trace, etc. et le vide. Et en fait, là, je vais vous montrer une petite vidéo et à la fin, on va arriver quasiment au timing, donc c'est parfait. Une petite vidéo, donc ça, je vais mettre ça en centre. Tac. Alors, attendez, tac, je baisse. Alors, est-ce que vous voyez ici? Et en même temps, c'est pas mal qu'ici, on voit le résultat. Donc, Oui, on voit bien. ok, super. Donc là, c'est une vidéo de la... Ouais, je ne vous ai pas parlé avant. En fait, on est venu brûler, on est venu prendre l'empreinte du papier, donc de sculpture que j'ai pu faire, avec du verre en fusion à l'intérieur. Et en fait, cette combinaison, c'est-à-dire où elle vient à la fois créer quelque chose, moi, mon œuvre, elle va servir de support et elle va périr à l'occasion de ce support. Et en même temps, il va y avoir quelque chose de très... je vous la remets, cette vidéo. Mais il va y avoir en même temps quelque chose d'une rencontre. Je vais vous mettre une petite pause à cette occasion. Ça, c'est un moment qui est assez fascinant parce que c'est le moment où le verre va prendre empreinte sur la ligne de papier et où en fait, il va y avoir la trace qu'on peut voir sur la photo juste à côté. Qui va s'inscrire dans le papier, alors qu'en fait, c'est 2 matériaux qui sont considérés comme fragiles chacun, mais qui en fait, en se rencontrant à l'occasion de cette espèce de rencontre qui combustionne clairement, où il y a le rapport à l'autre, où il y a le rapport de qu'est-ce qui reste. J'aime l'idée de la trace fantôme à l'intérieur du verre, celle du papier qui vient de disparaître, et voilà. C'est un peu ça que je voulais vous montrer. Et puis après, je peux laisser la place aux questions. Mais je voulais aussi vous montrer une vidéo. Normalement, j'espère qu'il n'y aura pas le son. Ouais. Qui montre en fait les sculptures d'elles-mêmes. Encore une fois, ça, c'était mon premier travail avec le papier. Donc, c'était il y a... Ah oui, je n'ai pas redit de date, en fait, tout ça. En fait, ça fait environ 10 ans que je travaille avec le papier. Et ces sculptures, elles ont environ, pareil, à peu près 10 ans. En tout cas, elles ont évolué depuis, hein. Mais donc, la sculpture de papier que vous voyez ici, c'est cette typologie de vocabulaire qui vient servir de support et qui va se faire brûler. Et ce travail de combustion, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce que j'avais, dans cette idée de contraste que j'ai évoquée tout à l'heure, très envie de mettre un contraste de visuel entre du feu et cette image du papier très calme, très douce et très liée à un rapport au temps qui est très différent de celle de la combustion par le feu. Et c'était un désir que j'avais de le voir ces deux mises en mouvement opposées, cohabiter et provoquer peut-être parfois un rapport à la fois de violence mais en même temps de grosse contemplation. Voilà. Et après, si je regarde, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai d'autres petites vidéos. J'avais celle-ci qui peut montrer aussi. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué ce travail cellulaire.
qui a donc une forme parfois en volume, de plus ou moins grand format, et cette forme beaucoup plus fine. Donc là, c'est un papier washi japonais que j'utilise. Et en fait, c'est toujours ce même travail cellulaire, mais c'était pour vous montrer un peu la finesse et l'échelle, parce que c'est vrai que mes photos sont souvent décorrélées de rapports d'échelle. Donc ça, c'est un travail de collage par trame que j'ai défini, donc qui se répète, etc. Et c'est un collage en chevron. Et ce sont des sculptures pour vous montrer parallèlement de la vidéo, quand j'ai montré tout à l'heure, que j'installe en fait sous verre et avec des épingles, parce que ça évoque aussi un rapport à la peau, à l'épiderme. Donc ça reste aussi un vocabulaire important pour moi. On va y aller. En même temps, vous voyez un peu tout. Voilà, c'est ces pièces-là que je viens en fait tordre et composer à l'intérieur d'une pièce plus fixe. Et ce rapport à l'épingle et à l'épiderme est toujours très important pour moi. Là, ça pourrait évoquer des fascias qui sont des membranes qui entourent nos muscles et qui à l'opposé d'un squelette, font quand même permettent au corps, en tout cas, de se maintenir sur lui-même et d'avoir une cohésion. Et donc, c'est quelque chose de très, très proche de l'épiderme qui... Enfin, là, je parle des fascias, bien sûr. Hein, j'ai un peu... Mais en fait, disons que ça fait des membranes qui sont très organiques et j'aime ce rapport au corps. Voilà. Waouh, c'est trop beau, Jannick. Je connaissais pas ton boulot, c'est fou. Merci. Magnifique, et c'était très clair hein, ce que tu nous as dit. Et J'ai toujours l'impression d'être claire, mais super. Top. en plus, là, ce que tu viens de dire, par exemple, sur les épingles et tout, enfin, tout est cohérent. Ok. C'est impressionnant, ouais, c'est magnifique. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. N'hésitez pas, franchement, c'est fait pour ça. En plus, on s'arrête exprès, donc, donc n'hésitez pas à faire des retours, quoi. Bonjour Alors, Janine. ah, pardon, j'irai après. Ah, pardon, elle fait. Non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Mais écoute, magnifique de découvrir ton travail et ta démarche. J'ai une question pratique et technique. Tu m'entends? Ouais, j'entends, mais je ne sais pas qui parle. Je ne vois pas de... Ilélie. Ah oui, ça y est, je vois. Oui. Mais déjà, grand merci. Alors, pour le stress, tout va bien, ne t'inquiète pas. Tout s'est très bien passé. J'ai une question technique par rapport à la sculpture que tu nous as montrée en dernier. Alors, tu découpes, on est d'accord que tout c'est un travail de découpage hein, pour arriver, tu sais, à cet effet, tu sais, de fascia et tout. Donc, du coup, c'est un découpage cellule par cellule, c'est ça? Ou c'est le papier qui te permet cette texture-là? Alors, en fait, ce n'est pas du tout du découpage, c'est du collage. En fait, c'est des tranches de papier que je viens coller les unes sur les autres. Là, Ah, si c'est si fin, c'est parce que c'est des tranches qui sont très fines, elles font 5 mm d'épaisseur. Et donc, elles sont collées les unes aux autres à des endroits bien précis pour arriver à faire des cellules et des creux. Donc, c'est du collage. Il n'y a pas de découpe. d'accord. Et en fait, c'est du collage, c'est simplement le fait que la feuille, on ne la voit pas comme ça, on la voit sur la tranche. Donc, c'est ce que tu vois d'épais, c'est l'épaisseur du papier, donc c'est très fin. Sinon, ce serait beaucoup trop fin et puis ça me paraît très, très, très fragile. Et oui, 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 En tout d'accord. cas, pas à la portée d'une main humaine, mais voilà. Donc, c'est dans la tranche que ça se passe. D'accord. Merci. Alors, moi, j'avais un peu les mêmes questions. C'était sur la dernière œuvre. Du coup, tu as répondu. Hein. J'avais à la fois une question sur le type de papier que tu utilisais, parce qu'effectivement, ça avait l'air tellement fin, tellement fragile. Mais ça, en fait, tu as répondu finalement après. Et je me demandais effectivement comment tu travaillais. En fait, du coup, c'est un travail, entre guillemets, un petit peu aléatoire. Les points de colle que tu mets pour créer ces espèces de cellules qui ont l'air hyper, hyper régulières, ou est-ce que tu le fais de manière... précise, tu calcules. Ça, c'était la première interrogation que j'avais. Et la deuxième, c'était sur tout ton travail magnifique là, de collage avec ces petits ovales blancs, ce papier. Deux questions là-dessus. La première, c'est
Comment tu choisis ton papier? C'est-à-dire que, par exemple, pour le travail sur les cellules là, que tu déploies comme un cercle, comme une espèce de toile d'araignée, c'est du papier très fin. Ensuite, quand tu travailles sur les petits ovales avec le laiton, là, très beau, l'or, c'est du papier qui a l'air beaucoup plus épais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides, c'est pour les jeux de lumière ou voilà, j'avais une question globale un peu là-dessus. Sur tes choix de papier et les associations que tu fais aussi, à un moment donné, tu avais travaillé ces œuvres qu'on voit justement à la galerie Porte B, là, qui sont des papiers qui ont l'air beaucoup plus rigides. Tu as des œuvres qui sont que blanches et des œuvres où à un moment donné, tu mélanges avec le laiton. Qu'est-ce qui fait que tu as ramené le laiton et pourquoi et comment tu jauges le blanc et le laiton. Voilà. Ok, alors, j'ai oublié la première question. Désolée, du coup, ça a été très rapide. Est-ce que tu travailles un peu de manière aléatoire dans tes points de Ah oui. colle? Alors, du coup, non, c'est très précis, les points de colle. En revanche, ça a été... Alors, donc c'est très précis, c'est pour moi comme une sorte de partition. C'est quelque chose qui se répète, et c'est parce que ça se répète que l'œil, il est calmé. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose il y a déjà beaucoup de choses visuellement à comprendre, même si c'est du creux, c'est dense. Et pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre entre la densité visuelle et quelque chose de calme. Et donc, c'est parce que c'est répétitif que c'est calme, un peu comme de la musique où on va comprendre le rythme. Ça va être beaucoup plus facile à écouter que du jazz où le rythme il est plus aléatoire. En revanche, sur la photo où on voyait un peu les choses tortueuses, c'est simplement la manière que j'ai de les tendre, de les détendre qui va faire quelque chose de plus irrégulier. Et c'est cet équilibre-là entre quelque chose de régulier et d'irrégulier qui pour moi fait tenir la marche. Donc en fait, le rythme il est très cadré. Et j'ai développé plusieurs types de rythmes, c'est-à-dire des rythmes très denses, très serrés, très ouverts. Voilà. Mais ce n'est pas du tout aléatoire la manière dont c'est collé. En revanche, et je vais aller vite là-dessus, ça a été l'objet de recherches qui, elles, étaient très empiriques, où je déclinais en fait des recherches, et puis à force de rechercher, et ça a duré plusieurs années, plusieurs mois, mais entrecoupé d'espaces vides, puisqu'il faut du vide toujours, je suis arrivée à quelques déclinaisons que j'ai gardées, mais je continue toujours à rechercher parallèlement. Et pour le choix du papier, ben, en vérité, comment je choisis mes papiers? Donc, il y a leur rigidité, il y a leur technicité aussi, évidemment, mais en fait, et ça c'est mon premier choix, il y a la teinte. Et comme je travaille le papier blanc, il y a tellement de papiers blancs différents. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à en avoir conscience. Et surtout, comme je travaille également avec la lumière, il y a des papiers blancs qui, lorsqu'ils sont à plat, ont une teinte et lorsqu'on les met en relief, vont avoir une sorte d'ombrage ou de corps qui se réfléchit, qui va être peut-être chaud ou plutôt froid. Et en fait, tout se passe pour moi à l'occasion de comment est-ce que le blanc va, en termes de lumière, se réverber sur lui-même. Et pour que ça tienne, pour que mon œil et que je me calme, il faut que ce soit le bon blanc. Et donc, une fois que j'ai retrouvé la bonne teinte qui me convient, après, c'est des questions de grammage. Il y a beaucoup de grammages différents et je vais travailler sur des choses, comme tu disais, des petites pétales. En fait, c'est pareil, là, c'est à la fois toujours du collage et en même temps, il y a toujours un petit rapport de pli et le pli vient structurer. Donc, même si c'est un papier qui est très fin, mine de rien, quand tu viens le structurer, il devient plus rigide et il se tient. Et la colle vient rigidifier aussi. Je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais voilà. Et moi, j'avais une question aussi, Yannick. Je suis toujours aussi, Karine, ouais, toujours aussi fascinée par ton boulot, comme d'habitude. Tu utilises quoi comme colle? En fait, j'utilise plein de colles différentes. Ça dépend de l'échelle de mon travail. Parfois, je vais utiliser des colles, des doubles faces un peu forts. C'est pas des doubles faces, mais c'est une colle qui est une sorte de souche. Enfin, c'est un peu difficile. C'est 3M qui fait ça. Et puis sinon, en fait, j'ai une colle transparente universelle qui fonctionne très bien, qui est conditionnée en grand pot et en fait qui me permet de pouvoir les reconditionner. En fait, comme j'ai un travail très répétitif, il faut que je puisse avoir beaucoup de colle. Enfin, c'est un vrai sujet, la colle, il est vrai. Il faut que ce soit souple, que ça tienne et que ce soit fiable et surtout que ça ne prenne pas l'humidité. Mais en vérité, donc ça, c'est la colle principale que j'utilise, qui est une colle universelle transparente. Mais il m'arrive aussi, parce qu'elle est super et qu'elle fonctionne très bien en dépannage et qu'elle se trouve partout, d'utiliser la colle scotch verte. Vous la voyez, celle-ci?
c'est c'est la scotch classique, quoi. Elle est libre d'acide, du coup, celle-là? Libre d'acide, je ne sais pas répondre à cette question. Et ouais, en fait, c'est parce que moi, j'ai fait de la reliure un peu. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Mais moi, j'ai jamais fait de reliure et j'adorerais. Et Mais en fait, probablement un des premiers trucs qu'on te dit quand tu fais de la reliure, c'est de faire gaffe à ta colle, évidemment, et de faire gaffe que ta colle, elle soit libre d'acide. Parce qu'en fait, l'acidité, ça va venir c'est pas neutre. potentiellement après. Enfin, moi, ils me font marrer aussi, les collectionneurs, avec les livres d'artistes, quand ils me disent non, mais t'as utilisé quel bic? Genre, tu vois, Ouais. parce qu'il faut vraiment une œuvre qui soit pérenne dans un siècle. Enfin, tu vois, il y a aussi une question, on peut aussi se calmer un peu là-dessus, mais effectivement, l'acidité de la colle, c'est super important en termes de Bah, pérennité en de fait, ton papier. disons que comme je ne l'utilise pas comme pour la reliure où on colle des surfaces entières, moi, c'est toujours des petits points de colle, donc ça n'a bah, comment dire? En fait, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai jamais, moi, constaté de problème et ça fait 10 ans que je fais ça et tout tient. C'est ma réponse. Voilà. Et du coup, attends, parce que là, j'arrive à 11h30, donc on est bon. Et donc, en ce moment, j'expose dans une galerie et on est plusieurs artistes du cercle à participer à cette exposition. Il y a Solène Kerlo, Tiffany Bouel et d'autres artistes. Je crois que c'est les seuls du cercle, je ne me trompe pas. Oui, et en fait, on est 7 artistes femmes à exposer dans cette galerie qui est près de République à Paris, qui s'appelle Galerie Porte B. Et l'exposition dure jusqu'au 18 février, donc il nous reste 9 jours exactement. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Ouais, vas-y. C'est Julia, très rapidement. En fait, je viens de réaliser que j'avais vu ton œuvre à l'Orangerie du Sénat. Enfin, j'en ai vu une en tout cas, et je viens de réaliser que c'est toi. Et l'œuvre m'avait beaucoup marquée. Et je me demandais, parce que je n'ai pas le souvenir, est-ce que tu mets tes œuvres sous verre du coup? Oui. Oui, Ouais, tout à fait. d'accord. Ok, pour protéger du coup le papier? Pas toutes, parce qu'elles ne sont pas toutes dans cette circonstance-là. Mais par contre, celles qui sont encadrées, oui, je les fais encadrer sous verre musée. D'accord, ok. Et celle qui était à l'Orangerie du Sénat, pour un rappel, c'était un très grand format que vous avez vu là dans mes photos, une œuvre qui fait 1,40 m avec de la feuille d'or et c'était une enveloppe de pétales blanches. Et donc, c'est encadré avec du verre anti-reflet. D'accord, ok, merci. Trop bien. Merci, Merci Jeannie. d'avoir écouté, c'était cool. C'est trop bien. Hein. T'as vu, hein, c'est chouette en fait. Hein. Ah oui, non, mais je le savais, mais à chaque fois, on a toujours du petit stress. Hein. C'est normal. Enfin, voilà. Je Trop te laisse cool. regarder tous les retours et compliments qu'on t'a laissés sur le chat. Et puis à très vite. Ciao. À bientôt. C'était poétique, super intéressant et l'expo Porte Belle est géniale. Alors Karine, tu es avec nous, je te vois, bienvenue. Merci Alice. C'est à mon tour d'être un peu stressée, j'étais tranquille là devant mon ordi. Il est aussi très tôt chez moi, donc dites-moi, parce que je suis à Valparaiso, donc il est 7h du mat là. Dites-moi si vous n'entendez pas très bien aussi, parce que je suis en partage de connexion sur mon téléphone. Bref. Pour l'instant, c'est très bien. Ok, super. Partager mon écran. Voilà. Ça, comment ça marche? Attends, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas écrire? Nickel. Ah ouais, là vous avez le. Ah non, parce que vous avez le truc, la conversation, non? Non, c'était bien. C'était en plein écran, ouais. Ok, super. Et moi, je vous vois à droite, ça c'est normal. J'imagine que. Attends, je vais juste essayer de faire un truc, pardon. Parce que je vous vois beaucoup et du coup, je ne vois pas bien ma présentation. Tu peux enlever la fenêtre. Tac, c'est parti. À descendre. Ouais. Donc, moi, je suis artiste multidisciplinaire, mais j'aime bien me définir comme poète multidisciplinaire parce que l'écriture, c'est vraiment la fondation de mon travail. C'est comme ça que j'ai commencé.
J'ai écrit de la poésie, comme nous toutes, je pense. Ça a commencé avec un jour de fête des mères où on m'a demandé d'écrire un poème maman en vertical, et voilà. Moi, j'ai continué avec le nom de mon lapin, avec plein de noms comme ça. Je pense que j'ai donné mon premier atelier de poésie, j'avais 10 ans, avec mes cousins, mes cousines, mes potes, l'été. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à monter sur scène, et puis aussi à ajouter des techniques, différentes techniques qui aujourd'hui me permettent d'avoir des installations qui sont vraiment, qui sont 360, et que j'aime bien penser performatives et collaboratives. Donc ça, c'est ce que vous voyez, ça c'est... Ouais, il y a un petit bug, je sais pas. Il faut juste que tu réactives ton son, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Parce qu'en fait, je sais pas, on m'a dit que tu avais désactivé le son, Alice, mais je sais pas si... Enfin, que l'autre avait désactivé le son, mais là, c'est bon, ça fonctionne. Non? Ouais, je t'ai juste renvoyé une demande pour ton son. Ok, super. Toi qui l'avais éteint. Ok. Alors, attends, du coup, pour reprendre le fil. Ouais, ça, les photos que vous voyez, c'est l'exposition que j'ai en ce moment à Valparaiso, dans une salle. En fait, c'est le nouveau projet d'une galerie, bref, qui m'a prêté cette galerie en blanc pour que je construise une installation avec les pièces d'art que j'ai en ce moment, que j'ai au fur et à mesure de mon voyage au Chili, parce que je suis en train de passer 2 mois au Chili. Mon père est chilien. Il est rentré en France quand il était... il est pas rentré, il est arrivé en France quand il était très jeune, il avait 11 ans, pour des questions familiales, mais aussi politiques, dans un contexte de dictature de Pinochet qu'on connaît, etc. Sauf que moi, ma famille, elle n'est pas rentrée en France contre la dictature. Elle est arrivée en France parce qu'ils étaient contre Pinochet, contre Allende et pro-Pinochet, pour le dire très clairement. J'ai une famille de droite, et bien de droite. Et donc, du coup, je viens questionner ces questions-là. Je vais questionner ça dans une installation. C'est pour ça que je suis au Chili, parce que moi, je suis sociologue et de gauche. Et donc, comme vous pouvez imaginer, naître dans une famille d'extrême droite, c'est pas tous les jours évident. Et du coup, la poésie, c'est toujours le médium qui m'a permis aussi de venir questionner ces grandes interrogations que j'ai aussi sur l'Église catholique et la contradiction ultime de l'Église catholique et de la modernité. Enfin bref. Et dans ce parcours-là aussi, petit à petit, j'ai commencé à monter sur scène. Et donc, ça fait 10 ans que je monte sur scène avec ma poésie, très souvent avec des musiciens pendant 10 ans, et encore aujourd'hui avec un violoniste, et en fonction de là où je suis aussi, avec différents types de musique. Donc là, par exemple, la semaine dernière, c'était avec des musiciens de jazz, et c'était cool. C'était la première fois, je me suis bien amusée. Et donc, voilà. Et donc, ce que je fais en fait dans mon travail, et pourquoi est-ce que je ne peux pas passer? Putain. Donc, ça ne fonctionne pas, c'est génial. Vous m'entendez ou pas? On t'entend, on voit. Peut-être qu'il faut... En fait, j'ai mon ordinateur qui est complètement bloqué, et je ne peux pas arrêter le partage, et je ne peux pas passer de slides. Tu échappes. Si tu échappes. Non, mais même échappe, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. J'entends un bip, mon téléphone, mon ordinateur ne veut pas. Savoir. Excellent. Est-ce que l'une de vous, vous avez accès à faire un arrêt de partage, vous, ou il n'y a que moi qui peux faire ça? J'essaie de regarder, ouais. Reclique sur la présentation, enlève-la des... Ah, attends. Voilà, ouais. Attends, je vais juste voir. OK. Ouais, donc là, ça fonctionne. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est de créer... moi, je travaille souvent je travaille toujours, en fait, sur
sur un récit ou sur un morceau de vie qui peut être le mien ou qui peut être quelqu'un d'autre. En l'occurrence, les dernières expositions que j'ai faites, ça part d'un point assez personnel de ma vie. Donc là, c'est cette question sur le Chili dont je vous ai parlé. J'ai fait une exposition au mois de novembre à Paris où je suis venue questionner les questions du féminin et du masculin à partir de la main, qui est une des parties de mon corps qui m'a longtemps complexée et qui, depuis que je travaille beaucoup plus manuellement, notamment avec la gravure, m'interroge aussi. Et donc, dans une idée de réconciliation entre le féminin et le masculin, moi, j'avais monté j'ai installé toute une exposition, toujours avec un texte assez poétique, mais qui prend position aussi. Et du coup, j'ai invité le public aussi à venir se questionner sur la force de la main en fonction du geste qu'on doit accomplir depuis la féminité ou depuis la masculinité, depuis le fait de venir cueillir ou de venir casser. Et donc ça, c'est quelques images. Et ça s'est rebloqué, pardon, j'ai envie de dire des gros mots. Je ne sais pas ce qui se passe. Remets ta souris sur la présentation peut-être. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors sinon, tu peux la enlever du diaporama et la passer. Voilà. Ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi. Bon. Un des autres travaux que je suis en train de faire, et ça, c'est vraiment un travail au long cours. Moi, je viens de la région de Bordeaux, de l'Aquitaine, et du coup, j'ai grandi sur le bassin d'Arcachon. Donc là, je suis en train de questionner aussi en ce moment beaucoup, et ça, c'était mon exposition il y a quelques mois, notre rapport au territoire et quelle empreinte est-ce qu'on laisse sur le territoire, mais aussi quelle empreinte le territoire laisse sur nous. Et donc, pour ce travail, j'ai commencé à travailler avec le cyanotype qui me permet de travailler en direct et qui me permet de travailler aussi à l'air libre et de venir créer de l'empreinte en même temps que je marche le territoire. Voilà, et ça a été exposé dans une cabane de pêcheurs en août l'année dernière, invitée par la mairie de La Teste, qui est aussi, en ce moment, je réfléchis beaucoup avec eux parce que c'est aussi la mairie dont dépend l'incendie de l'année dernière qui était donc derrière la dune du Pilat. Moi, j'étais là au moment de l'incendie. J'ai dû être évacuée à cause de l'incendie, donc ça a aussi créé beaucoup d'éco-anxiété chez moi. Et donc en ce moment, je réfléchis et j'ai régulièrement des réunions avec monsieur le maire pour voir comment est-ce que depuis là, on pourrait créer un projet autour de cette forêt primitive qui malheureusement a disparu en grande partie. Voilà, donc ça, je vous passe la vidéo, mais en gros, vous voyez, je crée mes cyanotypes, je les crée aussi au milieu de tout le monde, et ça, j'aime bien. Le côté performatif du coup de la création de la pièce d'art. Je crée beaucoup aussi en plein milieu de ma vie quotidienne, au milieu de ma famille, avec les enfants, etc. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ça, c'est donc une agua tinta, comment tu dis, aquatinte du bassin d'Arcachon. On ne voit pas là, mais c'est une grande pièce. La planche de cuivre, elle fait quasiment 1 mètre. Et effectivement, c'était assez costaud à réaliser. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois. Donc ça, c'est la fameuse propriété qu'a acheté mon arrière-grand-père quand il s'est installé au Chili, et qui est ultra polémique aujourd'hui parce que c'est une terre qui est aujourd'hui, on nous appelle des colons. On n'est vraiment pas les seuls au Chili. C'est toute une partie du Chili qui a été colonisée. En fait, c'est une terre mapuche, et les Mapuches, ils ont résisté à la colonisation espagnole, sauf qu'au début du siècle, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la loi de pacification de l'Araucanía, qui est cette région-là. Et on a appelé beaucoup d'Européens à venir. En fait, on a donné des terres à des Européens, acheté. Et c'est ce qui se passe avec ma famille. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai passé Noël au milieu de familles mapuche, etc. Et c'est assez compliqué. Je ne sais encore pas très bien l'élaborer parce que, en plus, pour la première fois, je me sens légitime de travailler cette histoire parce que j'y suis, et que je suis entourée de gens avec qui je peux en parler. Donc ça, c'est génial parce que c'était une question
qui me taraudait depuis longtemps, d'autant plus que comment j'en parle avec ma famille, évidemment, étant une famille pro-Pinochet, en plus on a été exproprié de cette propriété pendant Allende, reproprié, ce qui n'existe pas, mais vous comprenez, pendant Pinochet. Enfin, donc ça crée aussi des rapports de force qui sont assez particuliers et que je viens questionner, mais depuis quelque chose de plus réconciliateur aussi pour moi, plutôt que d'être dans la... Parce qu'aujourd'hui, voilà, cette ère-là, ça c'était il y a un siècle, et aujourd'hui, ces terres-là, comme beaucoup de Chiliens, ça fait partie des propriétés de famille, mais qui ne sont pas forcément des propriétés de gens de droite. Il y a des gens qui aujourd'hui achètent ces propriétés-là, qui achètent cette terre. Ouais. Donc c'est un vaste sujet dont je commence à peine à parler. Et quelques pièces que j'ai créées sur place. Donc à gauche, c'est Cyanotype que j'ai créé du coup en étant là-bas, et à droite depuis Santiago, où j'ai commencé à faire de la lithographie. Et donc ça, c'est une des lithographies que j'ai créées sur Valparaíso. En l'occurrence, c'est des oiseaux qui s'appellent le piquero et qui piquent dans la mer. Et où je questionne aussi en fait, cette résolution et cette réconciliation, elle est venue aussi parce que quand je suis arrivée à Valparaíso, je me suis sentie chez moi. Et donc, en fait, tout un travail que j'avais prévu d'interviewer les frères et sœurs de ma grand-mère, etc. Ça fait 2 ans que j'interviewe ma grand-mère. J'ai changé tous mes plans de voyage. Je suis restée à Valparaíso. Je me suis enfermée dans un atelier de gravure. Et en fait, il y a cette question du territoire qui est super importante pour moi. Et en fait, où je décide de m'empouvoirer de cette histoire personnelle, mais depuis un autre lieu, en fait. Et tout d'un coup, j'ai plus eu besoin de venir chercher cette histoire familiale, sinon construire ma propre histoire sur un territoire dont mon histoire fait partie aussi, puisque mon père est chilien. Ça, c'est un peu ce que je vous montre là, qui s'appelle Territoire invisible. C'est un peu la première fois où j'ai compris que ce territoire, c'était important, que ce soit le territoire des émotions, le territoire géographique, le territoire du corps aussi. Je travaille beaucoup sur le corps, et donc ça, c'est une partie plus performative. Qui est notamment lié à mon endométriose. Ce travail-là, il est aussi très lié au fait que, comme je vous disais, moi, je travaille beaucoup depuis l'histoire personnelle. J'ai ma chère et tante grand-mère maternelle qui a été abusée par son père. Et donc, voilà, ça, c'est une autre partie que je viens travailler sur scène dans des actes un peu psychomagiques. Donc là, par exemple, j'avais rempli un pamplemousse de faux sang que je suis venue éclater sur le public, dépioter le pamplemousse sur scène en récitant un poème qui parle de ce genre de choses, mais de manière aussi très dissimulée. Si on a le temps, je vous lirai ce poème, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps. Voilà, j'ai l'impression que je fais un peu des trucs que c'est un peu cafouillis, ce que je suis en train de vous raconter. Mais l'idée, c'est de créer une poésie du sensible, en fait, où ça, on le sait toutes, on est nombreuses à le travailler, l'intime et politique. Et dans cette réconciliation à soi, moi, je trouve une réconciliation à l'autre parce que ça crée du dialogue aussi. Et ça me permet de créer, donc avec ce dialogue aussi, de comprendre la complexité du monde et d'enrichir cette complexité de nos différents récits de vie. Je travaille beaucoup en collectif, notamment à Barcelone. J'ai longtemps vécu à Barcelone. Là, j'en suis rentrée depuis le confinement, mais Barcelone, c'est une ville qui est très alternative là-dessus et qui est assez fascinante. Je me suis formée en art de la scène et action sociale. Et donc, depuis ce projet-là, ce post-graduate, 3e cycle, au Conservatoire national de théâtre de Barcelone, j'ai commencé à créer des projets collectifs. Donc, j'ai travaillé avec des femmes migrantes. J'ai monté une comédie musicale antipatriarcale avec 350 enfants. C'est très amusant. Voilà, ce que vous voyez là, ça c'est un peu, c'est l'année dernière à la Galerie Sainte-Anne. Je ne sais pas si vous connaissez rue Sainte-Anne. On a eu l'occasion de créer, j'ai eu l'occasion de faire une espèce de rituel autour des pièces d'art de Bertha, que vous voyez à droite, qui est une sculptrice, et Antonella, une de mes meilleures potes, qui est du coup chef, et donc je travaille depuis la gastronomie avec elle pour créer des rituels poétiques, sensibles, où on vient questionner aussi la place de la nourriture. J'ai été aussi cofondatrice d'un projet qui s'appelle Muses of Now. Il y en a certaines qui connaissent ici, et d'autres, je vous invite à connaître. C'est
une plateforme de mise en relation de femmes créatives et de femmes artistes. Et donc, je me suis bien marrée quand j'étais à Barcelone. Voilà, et juste, je voulais vous parler de la multidisciplinarité. Je ne sais pas combien de temps il reste. Et comment est-ce que j'arrive à la multidisciplinarité? Parce qu'en fait, moi, je suis sociologue. Et donc, la poésie, petit à petit, je suis autodidacte jusqu'au jour où j'ai commencé à monter sur scène. Et puis, du coup, à laisser de la place à la poésie et au corps dans l'espace public. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais qui est aussi une forme de revendication politique. Et puis, un jour, je suis rentrée dans un atelier de gravure où je voulais travailler justement cette histoire familiale du Chili. Parce qu'en plus de ça, j'interroge ma grand-mère depuis longtemps et je suis assez fascinée par les archives. Donc, j'ai une collection de photos anciennes. Tous mes voyages, je collectionne les photos anciennes. Et donc, j'ai commencé aussi à, d'une certaine manière, collectionner les photos de ma propre famille. Donc, je suis un peu l'archiviste de toutes ces photos. Donc, j'ai, je ne sais pas combien de centaines de photos du 19e, du 20e siècle, etc., de ma famille. Et j'ai voulu travailler, je ne sais pas trop pourquoi, depuis la gravure. Je suis rentrée dans un atelier de gravure à Barcelone et je ne suis plus jamais sortie. En fait, la gravure, pour moi, ça a été un moment de révélation, un peu comme la poésie a été un moment de révélation quand j'étais petite. Tu rentres dans un atelier de gravure, tout est sale, tout est plein d'encre. Et en fait, il faut que tu arrives à sortir avec un papier qui est blanc. Enfin, c'est assez fascinant. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment une allégorie de la vie dans le sens où je trouve que la vie, c'est ça. En fait, il faut qu'on mette les mains dans nos obscurités, il faut qu'on ouvre la porte à nos obscurités et qu'on arrive à amener de la lumière là-dedans. C'est comme ça que je vis, par exemple, ma maladie, voilà, mon infertilité aussi. Et donc, et la gravure, ça me permet de faire descendre des informations comme ça. Et de me confronter, c'est ce que je dis, à des accidents en fait auxquels dont on n'a pas la maîtrise, mais qui depuis cette non-maîtrise, on fait naître du beau et on fait naître de la poésie. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Voilà, donc ça, c'est le premier projet, parce qu'en fait, en rentrant dans l'atelier de gravure avec les photos de ma famille, je n'ai pas du tout travaillé ce projet de ma famille paternelle. Du coup, j'ai complètement travaillé quelque chose de beaucoup plus personnel. J'ai sorti un livre d'artiste. C'était assez fou parce que comme je ne connaissais pas la technique, je me suis dit, ouais, un livre d'artiste avec 4 planches, ça va le faire sur une même planche de papier. Et en fait, c'était complètement dingue. J'ai imprimé plus de 100 gravures dans la semaine. Je ne me rendais pas bien compte de mon truc et ma prof m'a laissé faire. C'est un projet que je pense je ne referai plus jamais aujourd'hui en connaissant la technique, mais c'était bien. Là, vous ne le voyez pas, mais chaque livre, du coup, chaque poème, chaque gravure répond à une poésie. Voilà, si ça intéresse certaines de lire, j'ai un petit essai sur la gravure et qui parle de ce projet-là, mais de manière assez parallèle. Mais ouais, toutes celles qui font de la gravure, si vous êtes intéressées, je pourrais vous envoyer le PDF sur ce texte-là. Merci beaucoup, Karine. Voilà, et donc là, quelques images, et puis qu'est-ce qui vient? Différentes performances, ça je continue à fond. Je suis en train de travailler une possibilité de projet avec l'atelier dans lequel je suis en ce moment, qui s'appelle Casaplane, où on va venir mélanger poésie, jazz et gravure expérimentale. Et comment est-ce qu'on va, en fait, en faisant péter ma voix dans un micro, on va essayer de venir corrosionner aussi des planches. Voilà, ça c'est un truc qui est en train de se construire ici. Et voilà, ça c'est, pardon, et je termine, mais un monotype qui est exposé en ce moment à Barcelone, un triptyque de monotypes. Et donc la feuille que vous voyez là, c'est une feuille de l'incendie qui est arrivée dans mon jardin et que je travaille toujours pareil depuis un an, gravure, poésie. Et voilà, et en fait, dans cette idée d'installation, quand je propose aux gens d'acquérir une pièce, c'est comme s'ils venaient acquérir une part de cette histoire-là, mais donc du coup aussi une part de leur histoire. Et avec ça que je finis, et je vous remercie à toutes pour votre écoute. Merci à toi, trop bien. Ouais, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez un peu des retours, on a quelques minutes pour finir et rebondir sur ce que Karine nous a raconté.
Il y a quelqu'un qui dit: «Je veux bien ton écrit sur la gravure» de Marjolaine. Cool. Mais je vous le mettrai, je pense que je peux le mettre dans le merde, comment ça s'appelle? Le Discord. Ouais, ça marche. Il est pas très lourd. Trop bien. Ouais, on sent que tu aimes bien, l'impression, en fait, entre les cyanotypes, la litho, la gravure. C'est un J'aime bien uni l'idée de l'empreinte, en fait. Je crois que l'empreinte, ça me marque et ouais. Et je pense que, en fait, je travaille aussi beaucoup, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel et je travaille encore là-dessus. Et donc, en fait, ben oui, quelle empreinte nos histoires passées, mais pas seulement notre histoire, enfin, pas aussi l'histoire de des générations précédentes, etc. Et du coup, la gravure, bah, ça vient encore créer une allégorie à cette histoire d'empreinte de vie, etc. Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Karine, tu travailles beaucoup sur l'histoire. Quel lien tu fais avec ta formation, entre guillemets, de sociologue? Est-ce que du coup, tu t'inscris dans une démarche presque scientifique quand tu travailles l'histoire de ta famille? Ou bien tu choisis de rester dans l'émotionnel? Ou est-ce que Non, c'est une manière de prendre la distance? Non, je travaille alors plus que scientifique, enfin si scientifique, sciences humaines. Alors si on prend dans le côté sciences humaines vraiment, moi j'ai fait donc le HESS qui est vraiment une école d'investigation, l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc ma démarche elle est très sociologique. Enfin le début de mon projet toujours, et même quand je monte sur scène, parce que je monte des spectacles de poésie aussi, j'ai une partie d'investigation qui est presque purement sociologique, et où du coup, oui, je me place en tant que sujet, ou je place en tant que sujet, du coup, la partie de vie que je veux travailler, et du coup, et en fait, les émotions, elles sont venues assez tard, en fait. C'est aujourd'hui, je le dis et je le revendique que je travaille depuis l'émotionnel, mais je le savais pas, en fait, jusqu'à il n'y a pas très, 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 très longtemps. Parce que je suis très mentale, en plus, à la base, et donc aujourd'hui, ben, ce travail-là, il fait partie aussi d'une réconciliation avec les émotions, avec l'émotionnel, etc. D'accord, merci. Merci à toi. On t'entend pas, Alice. Excuse-moi. Je disais qu'il y a Anaï qui te dit, que tu travailles plusieurs médiums et plusieurs sujets. Tu le fais en fonction d'inspiration spontanée ou c'est que tu travailles le sujet longtemps en amont? Ouais, non, alors, en amont, moi, je connais pas trop ce mot. Non, je travaille sur le moment, vraiment, c'est très intuitif. L'écriture, elle est toujours là. Et ensuite, en fonction de ce que j'ai aussi comme archive, de ce que je trouve, par exemple, là, vous ne pouviez pas le voir, mais dans cette exposition que j'ai en ce moment à Valparaiso, j'ai récupéré une vidéo tournée en 1937 de ma famille, en fait, qui ont filmé des vaches au Chili. Mais ouais, en fonction du matériel que je trouve, du coup, après, je le complète par d'autres choses, que ce soit de la photo, de la vidéo ou la gravure. Ouais. Ça marche. Est-ce que ça répond à ta question, Anaï? Oui, merci. OK. Tu voulais rajouter quelque chose, Karine? Est-ce qu'on peut... Merci, c'était cool. Et en plus, je suis contente, ça me reconnecte parce que je suis très déconnectée là. Je suis au bout du monde. Ouais, mais Donc, tu restes là-bas combien de temps alors? il me reste rien du tout, malheureusement. Putain, j'ai pas envie de rentrer. Donc là, tu rentres là au printemps? J'ai pas envie de rentrer parce que cet atelier, il est magique. L'endroit où je suis, il est exceptionnel là. Et puis c'est l'été, quoi. Je vois tout avec vos pulls là. Je rentre la semaine prochaine. J'ai mon vol vendredi prochain. OK. Donc pareil, si on a envie de voir tes productions, bah, on te contacte, on peut venir... Ouais, j'ai pas d'atelier à Paris, parce que mon atelier est sur le bassin d'Arcachon, mais là, les prochains mois, quand je rentre, je vais venir m'installer à Paris pour les prochains mois. Donc oui, ou dans l'appart où je suis, ou en fonction de ce que je trouverai, il faudrait que ouais. Super, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toutes.
Je vous remercie d'avoir été là ce matin. C'était fascinant comme d'habitude. Je vous invite demain de nouveau à participer à un prochain Artist Talk de 14h à 16h30. On accueille 5 artistes et pareil, sur le même fonctionnement. Le lien est facile à trouver. On peut inviter nos proches et nos artistes favoris. Et tout est enregistré et possible de regarder en replay. Je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.